Hello à toi et bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Si c'est ton premier épisode, je t'explique le concept tout de suite et si c'est pas le cas, merci pour ta fidélité. J'ai la chance de recevoir un ou une invitée avec qui je parle de sa profession. Mais avant tout, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la personne que j'ai en face de moi fait ce qu'elle fait. Alors que tu écoutes ce podcast dans ton canapé, ou en train de faire ton sport, ou encore en train de faire les tâches ménagères, je te propose, à la fin de l'épisode, si tu l'as aimé, de le liker et de le partager sur toutes tes plateformes. Encore une fois, je te souhaite la bienvenue dans le podcast de Fundamentals. Hello Marc, bienvenue dans le podcast. Ciao Ken, comment tu vas? Ça va bien et toi? Nickelos. Cool. Euh, J'aimerais bien parler de ta magnifique barbe pendant 1 heure et demie, mais ça va être peut-être un sujet qui sera pas très intéressant pour les gens. Mais voilà, je suis en full admiration devant cette énorme barbe, c'est ce que je t'ai dit en off avant. On peut parler de mes cheveux, ça ira plus vite. Ouais, on peut parler des nôtres. Je suis même pas sûr qu'on arrive à tenir 10 minutes sur ce sujet-là. Marc, pour les gens qui n'ont pas la chance de te connaître et dont je fais partie parce qu'on s'est croisés sur une formation il y a plusieurs années en arrière. Ouais, 4. Du coup, pour les gens et moi, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce que tu fais? Alors, moi, je m'appelle Marc Balzom. J'ai 33 ans. J'ai une salle à Chavornay, dans le canton de Vaud, qui s'appelle Espace Équilibre. C'est pas mon premier rodéo. J'ai déjà eu plusieurs concepts, plusieurs salles. Euh, voilà, je ne cesse d'apprendre et de faire des expériences et de voir ce qui fonctionne et ce qui convient le mieux à ma clientèle et à mon développement et mon apprentissage. Ok. Par où commencer? J'ai commencé assez jeune, en fait. J'ai commencé à 16 ans comme prof de ski. C'était un peu mes premières expériences de commencer à coacher des gens. Mhm. Même avant, en fait, je me souviens en gymnase, je prenais mes feuilles de papier, je les tournais à l'envers, je les tournais en format paysage et je faisais des plans d'entraînement du coup pour mes potes. Donc c'est une passion de longue date. J'ai Ok. commencé comme la plupart, je pense, des coachs par une aventure personnelle, des entraînements perso sur plein de domaines. On aura peut-être le temps d'en Mhm. aborder certains, mais surtout les différents formats d'entraînement que tu puisses faire, que ce soit de l'endurance, des sports d'équipe, de la préparation physique générale, préparation pour un gros service militaire et compagnie. Et puis, j'ai toujours su que je voulais aller là-dedans, mais je savais pas trop exactement comment j'allais m'y prendre. J'ai commencé avec les choses les options sport au gymnase et compagnie. Et puis ensuite, suite à mon service militaire, j'ai commencé à l'Union Sport à Ok. Fribourg. Et puis après, suite à ça, j'avais tous les camarades de classe qui repartaient pour un master et compagnie. Moi, je me suis dit, j'allais faire un master en pratique. Puis j'ai commencé à coacher. Et Ok. puis voilà, donc ça fait 11 ans maintenant que je fais ça à plein temps. Et puis 10 ans, non, 11 ans aussi que j'ai une salle en physique du coup. J'ai Mhm. commencé moi avant avec des cours collectifs en extérieur. Et puis voilà, je passais par plusieurs concepts. Je pense qu'on aura le temps Oui, d'en oui. aborder certains selon tes questions. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, ton business model, donc c'est le coaching, mais j'imagine qu'il se décline sous plusieurs formes. Explique-nous un peu ce que tu proposes dans ta salle. Ok. Je pense pour capter ce que je propose et pourquoi je le propose ainsi, c'est assez important de comprendre enfin, les différents formats qui sont possibles. Enfin, ton audience Bien sûr. connaîtra sûrement du coup. Tu as évidemment le PT, le classique, tu as le coaching en collectif, tu as des workshops en entreprise, tu peux donner des séminaires, tu peux faire des camps, tu peux faire des retraites, ce genre de choses. Et du coup, j'ai expérimenté tous ces différents formats. Mhm. Une transition qui a été assez importante dans ma carrière, c'est que j'ai pris une licence avec OPEX Fitness à Chavornex en Arizona. Enfin, excuse-moi, OPEX Chavornex, c'était le nom de ma salle, mais eux, ils sont basés en Arizona. Et puis, l'idée générale avec cette approche, c'était vraiment de faire un coaching individualisé, donc 100% sur mesure pour chaque client. Tu crées le plan d'entraînement, tu fais des consultations, tu fais la partie nutrition, tu as tout l'accompagnement du coup lifestyle. Chacun a sa planif qui va recevoir du coup sur une app. Et puis Mhm. après, il va venir dans la salle, mais finalement des horaires libres. Et j'aurai toujours du staff disponible et du coup, tu seras coaché pendant que tu fais ta séance. Et ça, Ok. je pense que c'était un tournant assez important. Je dis pas qu'il était 100% positif. J'ai fait des erreurs tout du long du chemin. Mais ça m'a vraiment permis bah, quand tu coaches one-one des gens, enfin,
ton audience principalement, c'est des coachs ou de tout? Oui, c'est des coachs. Ouais, L'audience ça du marche. podcast, c'est principalement des coachs. On a aussi des nutritionnistes, peut-être quelques kinés, mais c'est des gens qui gravitent autour du monde du fitness, à plein temps ou pas à plein temps, mais qui ont de toute façon un lien direct avec ça. Ouais. Mais ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, c'est que si tu veux, en coaching collectif, tu vois bouger plein de corps différents. Et ça, c'est super riche parce que du coup, tu développes cette espèce de d'empathie du mouvement et puis tu vois bouger plein de monde et du coup, tu progresses assez rapidement en termes de perception. Mais par Mhm, contre, je trouve là où tu es challengé, c'est que tu es limité dans quel input tu vas donner du coup à chaque client et du coup, tu es limité dans ton apprentissage de comprendre quand je donne exactement ça au client, que ce soit un conseil nutritionnel, que ce soit un mouvement spécifique, que ce soit une périodisation d'entraînement. Du coup, t'as pas ce feedback de voir ce qui se passe parce que t'es en collectif, donc tu fais un truc ok, général, tu peux adapter un d'accord. petit peu à chaque personne. Mais du coup, dans le coaching privé, tu peux le faire en Mhm, PT. Et le problème, c'est que fréquemment, tu as l'occasion de voir la personne une fois par semaine, deux fois par semaine. Si tu as quelqu'un qui prend du PT trois fois par semaine, c'est quand même déjà assez rare, déjà mhm, en termes de budget par rapport à ce que tu dois facturer en Suisse. Mais avec le coaching individualisé, tu peux du coup prescrire des choses différentes chaque jour et tu as à chaque fois du coup du feedback. Et du coup, tu mhm, as une boucle de feedback d'apprentissage en tant que coach, moi qui m'a permis en tout cas d'évoluer énormément. En plus, dans ce système-là, je prenais, du coup, je faisais une consultation mensuelle du coup avec chaque client. mhm, Ce qui fait que tu vas aborder les points lifestyle, ils vont remplir un journal alimentaire, tu vas comprendre exactement ce qu'ils font outside the gym, comme on dit. Et du coup, toi, tu as planifié tout ce qui va se passer dans la salle. Tu as un feedback de leur part et de la part du coup de ton staff de ce qu'ils sont en train de faire dans la salle. mhm, Et puis, enfin, grâce à ça, finalement, tu as, t'as des boucles de feedback qui font que tu progresses super rapidement comme coach. mhm. Donc Euh, c'est le, c'est le moyen de pallier au coaching personnel individuel tout en éliminant les problématiques du collectif dans la personnalisation des conseils. ouais. Ouais, Ok. en quelque sorte, je pense que j'avais fait le tour du collectif, j'avais les PT, j'ai fait les workshops, j'ai fait les retraites, j'ai fait les interventions en entreprise. Et ensuite, je me suis dit comment est-ce que je peux aller plus loin finalement avec toutes les connaissances que j'ai accumulées. Mhm, On va parler aussi un petit peu en termes de formation, mais du coup, moi, les premières années en tant que coach professionnel, je partais quasiment chaque mois du coup à l'étranger, rendre visite à certains mentors, faire différentes formations. Ça va des sports collectifs au sport d'endurance, mhm. à la danse, aux différents types de préparation physique. Vraiment, tout y passe. Ok. Et, et finalement, à un moment donné, tu peux être un peu frustré parce que tu as envie de déployer tous ces outils, tu as envie d'utiliser du coup toute la palette à disposition. Et du coup, tu peux vite être limité sur un coaching hebdomadaire de 60 minutes où Mhm. tu dois encore t'occuper de l'échauffement, le cool-down et compagnie. Bien sûr. Ok. Et du coup, donc, t'as fait toute cette première expérience et du coup avec OPEX. Et puis, qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de changer et de transformer ça dans le business model que tu as actuellement? Ok, donc en fait, j'ai eu trois concepts. Le premier, ça s'appelait Simoudiad, Simoudiad Mouvement. Ça veut dire mouvement en gallois, vu que Mhm, les origines sont de là-bas. Et là, vraiment, c'était une exploration, j'ai envie de dire, pas aléatoire, mais vraiment, on explorait toutes les capacités du corps humain. Principalement sous forme collective. Il y avait une bonne équipe, un bon, comment dire, une bonne palette du coup de clients. On explorait mhm, toutes sortes de différents formats d'entraînement. Et du coup, suite à ça, je suis passé sur le format OPEX en individualisé uniquement. Et puis après cette aventure, je voulais finalement, sous OPEX, tu es obligé de faire du coaching individualisé. Ça fait partie mhm, du coup du système du coup de licence. Moi, j'étais plus forcément en adéquation avec la façon dont eux, ils géraient leur business. Ils ont eu deux, trois changements du coup de CEO et de direction qui m'ont pas forcément convenu. Et du coup, moi, j'ai décidé de revoler de mes propres ailes, de reprendre, de refaire mon concept. C'est là que j'ai développé Espace Équilibre. mhm, Et puis là maintenant, je fournis, pour répondre à ta question initiale, toutes sortes de prestations. Donc je fais du coup toujours du coaching individualisé pour ceux qui le souhaitent, du PT pour quand c'est approprié. Et j'ai aussi du coup un accès en salle avec du coup différents types de planifs que j'ai créé du coup en avance. En fait, j'ai créé, si tu veux, comme un curriculum du développement de l'humain sur quasiment 6 ans maintenant. mhm. Et du coup, après, je fais démarrer les gens du coup au bon endroit. Puis il y a une forme d'arborescence sur les différents types de mouvements qu'ils peuvent effectuer. Ok. Et puis, du coup, c'est assez.
assez versatile. C'est accessible aussi. Je peux réduire un peu les tarifs pour le rendre aussi accessible finalement à ma clientèle ici à Chavornay. Mhm. Et puis, je suis assez content du résultat. Ok. Les gens qui s'adressent à toi, ils ont quoi comme type d'objectif? C'est vraiment population générale et c'est vraiment ça qu'on vise. J'ai toujours trouvé que quand tu coaches, enfin, ça peut être un peu, comment dire, sujet à tension dans le milieu du coup de la préparation physique, Vas-y, mais balance. parfois j'ai l'impression que les tout bons, ils seront tout bons, peu importe ce qu'ils se font en préparation physique. Le, le meilleur, il va de toute façon être le meilleur. Et j'ai tendance parfois à dire que c'est des fois malgré le préparateur physique. Alors je sais que ça peut être sujet à débat la préparation physique de haut niveau, mais j'ai l'impression que le meilleur, il a cette coordination, il a cette Prédisposition? capacité. Comment? Prédisposition. Ouais, il a une prédisposition, il a une coordination, il a une aptitude du coup pour le sport spécifique qui fait que de toute façon, il va être dans les meilleurs. Alors c'est Mhm. clair que quand tu dois accumuler une pétée d'expérience pour pouvoir amener du coup une plus-value à cet endroit-là. Mais si tu fais un super job, tu sais, tu vas gagner quelques places. Genre, il va passer de, si tu prends quelqu'un qui est 12e au classement, si tu arrives à le faire passer 8e de classement, tu as fait un super job et ça t'a demandé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'efforts et beaucoup de Mhm. temps et beaucoup d'expertise. Ouais. Tandis que monsieur et madame tout le monde, ils arrivent, ils peuvent être prédiabétiques et puis avoir vraiment leur santé qui est en gros danger, des analyses sanguines vraiment mauvaises ou, je sais pas, une composition corporelle qui laisse à désirer. Et tu peux vraiment avoir un impact où tu changes la vie de la personne. Et du coup, Mhm. personnellement, en termes de fulfillment, quand tu fais passer quelqu'un de la 12e place à la 8e place, versus tu t'accompagnes quelqu'un dans un changement de vie qui est vraiment un impact à 360 degrés sur leur qualité de vie, Mhm. leur famille, leur bien-être au quotidien, pour moi, ça m'apporte plus. C'est pour ça qu'on vise principalement ce Bien genre de sûr. clientèle. Ouais. Mais on a aussi des athlètes. Évidemment, j'ai des gens qui font de la compétition dans différents domaines. Ouais. Ok. Oui, alors je te rejoins dans le sens où je pense que l'athlète qui brille, c'est la rencontre en fait entre un athlète qui a des très grandes prédispositions et un coach qui sait les exploiter. Et peut-être que l'image que je vais utiliser, alors pour les plus jeunes, ils vont peut-être pas voir, mais c'est Jean-Pierre Heger et Gunther, Werner Gunther. Werner Gunther, où en fait tu as un athlète d'exception et tu as un coach qui arrive à potentialiser les prédispositions de cet athlète d'exception. Mhm, Et donc cette rencontre-là fait que c'est exceptionnel. Mais effectivement, le coach, aussi bon qu'il puisse être, va pas réussir à faire progresser un athlète qui n'a pas les prédispositions pour. mhm. Et à la fin, c'est quand même l'athlète qui doit se mettre au travail. Donc ça, je te rejoins tout à fait. Et par rapport à l'autre chose que tu disais, c'est effectivement euh, plus satisfaisant de voir quelqu'un engendrer un grand changement de vie grâce à l'accompagnement versus que de faire progresser quelqu'un de quelques secondes ou quelques centièmes de seconde sur un temps. À savoir aussi, et c'est ce que j'explique beaucoup aux élèves que j'ai la chance d'avoir en formation, par rapport à cette vision qu'on a de la préparation physique un peu idyllique, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué de faire gagner 3 secondes à un athlète sur une course que de faire perdre 10 kilos à Micheline, qui démarre et qui n'a jamais fait de sport. Mhm. Donc non, mais je te rejoins complètement par rapport à ça. C'est clair. Je pense qu'il y a. Je rebondis encore sur ce que tu dis. Mhm. T'as Werner Gunther, du coup, lanceur de poids. Euh, c'est extrêmement complexe comme mouvement, mais disons que le lien. Bah, j'avais fait un travail universitaire justement sur le Ok. lien entre le. C'était juste un travail statistique que j'ai fait à l'Union Sport sur la corrélation entre le poids du coup des lanceurs de poids et leur performance. Ok. Puis tu voyais que la corrélation était du coup presque parfaite, ça veut un peu tout et rien dire, mais tout ça pour dire, là, la qualité physique d'expression de force maximale, C'est la force max. elle est énorme Mhm. vis-à-vis du coup de la performance. Tu prends un Federer ou un Cristiano Ronaldo, c'est un peu moins clair sur le lien entre sa capacité à développer de la force en squat versus la performance du coup sur le Bien terrain. sûr. Oui, c'est là où la différence, en fait, où tu as un sport qui ne te demande d'exprimer qu'une seule qualité physique, mais qui, à la fin, mais qui peut être soutenu par le développement d'autres qualités physiques, versus des sports où tu as plusieurs qualités physiques qui s'entremêlent. Et je le vois notamment dans les sports de combat.
où tu as besoin de force, tu as besoin de puissance, mais tu as aussi besoin d'une endurance fondamentale qui est monstrueuse. Je veux dire, c'est quand même très complexe de développer ça, tout en prenant en compte les points forts et les points faibles de ton athlète. Mhm. C'est là où la prépa physique, bien qu'elle soit idéalisée, elle est compliquée à atteindre. Et puis, tu as beaucoup d'appelés et tu as assez peu d'élus au final. Mhm. Et quand tu regardes les coachs qui travaillent et qui sont rentables, la plupart, on va dire, leur gros panier client, c'est monsieur et madame tout le monde. Mhm. Ça, c'est sûr. Et puis sur le peu d'appelés, beaucoup d'appelés et peu d'élus, t'as vraiment ce truc dans le sport d'élite de sélection naturelle, où finalement, du coup, celui qui continue à faire de la gymnastique à 16 ans, quand il a commencé, il y avait 200 gamins, tu vois. Mhm. Et du coup, tu as une espèce de sélection naturelle énorme qui s'opère. Et c'est juste. Tout ça pour dire, si tu veux, dans les détails de la préparation physique et la complexité de la préparation physique, c'est pas pour rien que j'ai décidé de me former avec OPEX il y a ces années en arrière. C'est James Fitzgerald, du coup, le premier qui a gagné les CrossFit Games, qui avait Mhm. monté son concept-là. Et je trouve que si quand tu commences à aller loin dans la préparation physique pour le CrossFit, justement, tu auras toutes ces filières énergétiques, tu auras du coup ce besoin du coup de cette capacité aérobique de base, tu as toutes les filières du coup anaérobique, lactique à lactique du coup entre deux, tu as les facteurs du coup de force maximale, tu as du coup des limitations possiblement du coup aux mobilités sur la gym ou sur l'haltéro. Et du coup, c'est passionnant d'aller dans les détails de la préparation physique sur quelque chose qui est multifactoriel. Mhm. Puisque si on s'adresse du coup à une audience aussi de coach, il faut pas se leurrer qu'en termes de rentabilité, quand tu dois faire ce genre de planif et du coup ce genre d'accompagnement, c'est beaucoup, beaucoup de temps pour des gens qui ont pas forcément du coup les moyens de mettre, Ouais. enfin, de te payer à ta juste valeur par rapport à ce travail-là. Ouais. Tandis que des gros impacts pour Micheline qui doit perdre 10 kilos, c'est plus simple, c'est assez fulfilling. Et puis, enfin, moi, ça me plaît bien, quoi. Mhm. Ouais, ouais, clairement. Je suis d'accord avec toi. Et au-delà de ça, pour avoir fait un peu de préparation physique et notamment avec des athlètes en Brazilian Jiu-Jitsu, Mhm, euh, si je prends l'exemple et que je fais le trait vraiment grossier, mais Micheline, elle a décidé de perdre, elle a décidé de perdre 10 kilos en 3 mois. On arrive au bout des 3 mois, elle a perdu 8,5 kilos. On a quand même atteint 85% de l'objectif. mhm, Tu fais de la prépa pour un athlète, il arrive le jour de sa compétition. En fait, tu t'es merdé dans ta planif parce que tu as mis un bloc de force qui était beaucoup trop près de l'échéance parce que tu imaginais qu'il aurait le temps de récupérer, mais en fait, il a eu 3 heures de retard sur son vol et puis du coup, ça l'a fatigué, ça l'a stressé parce qu'il est arrivé à la compète à la bourre. Il se plante, tu es là, waouh. L'enjeu, mhm, l'enjeu, il est pas le même. Et j'avoue que même si c'était très intéressant d'un point de vue technique, de faire ça d'un point de vue engagement personnel et stress que ça génère. C'était pas le truc que j'ai le plus aimé. mhm. Mais moi, dans l'absolu, je surkiffe. Parce qu'en fait, je suis un peu un geek du coup de la Mhm. périodisation d'entraînement et des planifs et compagnie. Donc, vraiment, j'adore faire ça. Mais en effet, ça, en termes du temps investi et de l'énergie investie par rapport au retour sur investissement, Mhm. il est challenging. Mais tu parles de Jiu-Jitsu parce que j'ai une salle en fait de Jiu-Jitsu brésilien aussi à côté de Espace Équilibre, Ok, cool. le Nords of Jiu-Jitsu, que j'ai monté du coup avec un collègue. C'est pas moi le pratiquant, hein. Ouais, Moi, je m'occupe de l'admin, mais c'est lui qui pratique. Il a une belle approche, une approche vraiment orientée sur le développement technique Mhm. absolu. C'est vrai que la plupart des clubs de Jiu-Jitsu, ça envoie pas mal. Ouais, C'est l'aspect combativité et un peu les égos parfois. Du coup, parfois. ça se pousse pas mal. Mhm. Ouais. Et disons que, ouais, on a fait une forme de collab. Puis c'est vrai que de temps en temps, je vais en accompagner un ou deux pour des compètes. Mhm. C'est comme tu dis, c'est un beau challenge. Et il y a pas mal de pièges. Mais c'est surtout tous ces pièges en termes de récup. Il y a tellement de facteurs qui dépendent pas de toi que Ouais. tu peux faire la périodisation parfaite. Oui, Et puis après, il y a une mauvaise nuit de sommeil, il y a un problème au sein du couple, il y a un problème avec un gamin, il y a n'importe quoi. Et puis ouais. les Et jours et tout ça. au-delà de ça en plus, mais ça, et c'est un truc qu'on retrouve dans les sports de combat, pour avoir pratiqué beaucoup de sports de striking et puis avoir bougé dans plusieurs clubs, c'est qu'en fait, tout le monde s'improvise préparateur physique sans reconnaître la limite de son expertise. Moi, je fais du coaching en striking, mais j'apprends aux gens à mettre des coups de latte et à mettre des coups de poing.
mais je vais pas te préparer pour un combat, à moins que tu aies absolument envie de travailler avec moi, parce que la relation qu'on a, elle compense le manque d'expertise que j'ai par rapport à la compétition. Mais c'est vrai que des coachs de boxe, des coachs de striking euh, qui se prétendent préparateurs physiques et qui en fait ont comme mentalité d'entraînement de je vais tous vous cramer. Et puis celui qui arrivera à être debout à la fin, bah, c'est celui qui ira combattre. Et ce que je trouve dommage, tu me diras si tu rejoins ou pas, et c'est totalement OK si tu rejoins pas, je pense qu'on passe à côté de pépites parce qu'en fait, on fait pas de la préparation physique, mais on envoie juste tout le monde au charbon, puis le plus fort, c'est celui qui reste. Mhm. Mais c'est exactement ce que tu disais précédemment par rapport au beaucoup d'appelés et peu d'élus. Et puis Mhm, cette sélection naturelle que je déterminais pour la gymnastique. Tu arrives dans un club de fight, mhm. tu défractes tout le monde. Et puis le survivant, du coup, c'est une machine, tu vois. Ouais. Mais c'est une toute autre question de se poser la question, comment est-ce que 80% des gens dans ton club peuvent être préparés du coup pour un combat? Là, c'est Mhm. clair, tu dois aborder les choses différemment. Mais de nouveau, ça revient un peu dans ces clubs de fight. J'ai fait un peu de boxe thaï et où ma femme s'entraînait aussi. C'était un peu, bon, venez les gars, on va commencer 1000 burpees, 500 000 jumping jacks, et puis est-ce que vous en avez assez? Et puis si c'est pas le cas, on remet la compresse, tu vois. Tu feras 100 000 pompes. Euh, Sélection naturelle, mais après, c'est comme tout, hein, Mhm, le truc, la préparation physique, c'est que comme tout le monde a déjà fait 10 pompes et puis 5 squats. C'est un peu comme la nutrition, c'est pareil, nutrition, préparation physique. Comme tout le monde a déjà fait quelques exercices et tout le monde mange tous les jours, du mhm. coup, bah, on a tous une forme d'expertise, en tout cas d'expérience. Ouais. Mais ça va jamais remplacer 10 ans d'expérience de coacher des gens tous les jours, à plein temps, 10-12 heures par Ouais, jour, et puis bien sûr. Ah, accumuler les connaissances nécessaires. Mhm, tout à fait, Et ouais. puis après, dans les clubs de combat, c'est vraiment, puis ça vaut dans tous les clubs de sport. Donc, dans mon apprentissage, ce que je faisais, c'est qu'à l'Union Sport, tu as vraiment l'occasion de toucher à tout. Mais Mhm, moi, ce qui m'intéressait particulièrement, c'est du coup, ok, tu découvres la gymnastique. Mais du coup, là, tu fais de la gym avec un mec qui fait du foot, un mec qui fait du volley, un mec qui fait de la natation, un mec qui, etc., etc. Donc, tu as une bonne entrée en matière pour monsieur et madame tout le monde. Mais ensuite, ce qui m'intéresse, moi, c'est de rejoindre le club de gymnastique et de voir, en fait, les enfants, comment ils bougent. De mhm, voir les profs et les plus vieux profs. Le prof qui a 60 ans, comment il bouge maintenant? mhm, C'est mhm, quoi, c'était quoi finalement l'impact d'une vie dans le milieu du coup de la gymnastique? Et du coup, c'est quoi les différents, là où je voulais en revenir par rapport au club de fight, c'est que en fait, tu as une culture t'as une culture dans chaque sport, tu bien as une sûr. culture du coup dans chaque club, et puis après, du coup, en général, le coach, ben, il était élève avant, et puis tu as cette espèce de culture qui se propage du coup dans le temps, et cette façon de faire les choses du coup qui se propage. Et mon délire, ça a toujours été d'aller amener un peu de fraîcheur. C'est OK, je veux faire de la danse classique, mais qu'est-ce que je peux amener que j'ai compris dans la danse classique, dans l'haltéro? Mhm. Puis qu'est-ce que je peux amener de ce que j'ai appris à la natation, du coup, dans le foot, ou j'en sais rien quoi. Ouais, Mais rendre les trucs transversaux. ouais, exactement, Ok. exactement. Ah, c'est cool c'est cool comme approche. Et puis au final, bah, il y a de la transversalité parce que ce qui peut être pertinent dans un domaine peut aussi l'être dans un autre du moment qu'il est contextualisé. Euh, Ouais, et je dirais, si on peut décrire, en tout cas, une des facettes d'espace équilibre à l'heure d'aujourd'hui, c'est en fait, je le vois un peu comme une roue, et puis en fait, du coup, tous tes rayons, comme ça, comme une roue mhm, de vélo, du coup, ce sera tes disciplines spécifiques. Puis du coup, c'est clair que la natation, ce sera à peu près à l'opposé, du coup, de l'haltérophilie, qui sera à peu près à l'opposé, du coup, de l'ultra trail, etc., mhm, etc. Du coup, tout ça, c'est des choses que tu peux expérimenter en tant qu'être humain. C'est toutes des pratiques sportives qui ont leurs avantages, leurs inconvénients. Puis mon délire, ça a été pendant des années d'essayer de capter c'est quoi les avantages, les inconvénients, les positifs et les négatifs du coup de chaque approche. Mais finalement, tu reviens au centre, tu as l'humain, tu as le corps humain, tu as une forme d'anatomie, tu as une forme de physiologie, tu as un fonctionnement. Et du coup, c'est comprendre c'est quoi les liens entre. mhm, Et du coup, quand tu captes l'humain du coup au centre, et du coup, ce que j'appelle, puis ça veut tout et rien dire de nos jours, c'est surutilisé, mais j'appelle ça une espèce de biomécanique fonctionnelle, mhm, c'est-à-dire tu parlais de striking, du mhm, coup, l'être humain, déjà, on est sur deux pattes, et ça nous différencie par rapport à la plupart des mammifères, et du coup, on doit gérer cet équilibre sur ces deux petits pieds, et puis ensuite, on fait un pas en avant, et du coup, on a cette biomécanique, du coup, de marche,
qui va s'étendre vers de la course. C'est similaire, mais c'est pas tout à fait pareil de par la biomécanique. Puis ensuite, on a l'aspect de manipulation du coup avec le haut du corps. Puis tu parlais de striking, bah, c'est ça, c'est lancer un coup de poing. Ça peut être lancer un objet, lancer un coup de poing, manipuler quelque chose, soulever quelque chose. Mais du coup, si tu captes en fait cette biomécanique au fond, et puis après tu peux aller deep en termes d'études anatomiques sur les lignes de fascia, les différentes chaînes musculaires et le fonctionnement du système nerveux d'une manière générale. Mais si tu captes ça, vraiment là, ce que tu apprends dans le triathlon et ce que tu apprends dans le striking et ce que tu apprends du coup dans la danse, tu as, un point commun. Et du coup, quand je vais coacher un athlète, ben, il y a une partie de je dois être meilleur dans ce que je fais exactement, mais qu'est-ce qui manque en fait pour le fonctionnement optimal du coup du corps? Et du coup, peut-être qu'il faut un petit peu plus, il faut un tout petit peu de l'opposé, juste pour équilibrer un petit peu les choses, peut-être en termes de longévité, prévention des blessures, etc., etc. Mais et puis peut-être que justement, il faut rien du tout de l'autre. Il faut mettre full sur l'activité pour pouvoir développer Mhm. les capacités maximales pour aller chercher du coup cette médaille. Mais là, il y aura un prix en termes de nouveau santé ou longévité. Il y aura Mhm. quelque chose, ou hein, il y aura une blessure, il y aura quelque chose parce que tu as poussé du coup trop loin. Et là, du coup, c'est là que le coaching il vient en place. Et du coup, mais cette médaille, elle est plus importante que tu puisses toujours bouger quand tu as 80 ans, pas. Et puis, enfin bref, du coup, Ouais, puis ça. après, pas à nous de juger. C'est à nous comme je vois les choses, c'est à nous d'expliquer clairement ce Mhm. qui est attendu et ce que ça va coûter. Et Ouais. puis après, c'est à la personne de faire son choix. Et là, tu le dis bien avec l'exemple de la médaille. OK, est-ce que tu veux pousser le truc et puis vraiment aller chercher ça? Les risques, c'est A, B, C ou D. Mhm. Moi, je t'accompagne, mais par contre, tu es conscient des risques que tu prends. 100%. Ou je t'accompagne pas parce que moi, je décide que je veux pas aller dans cette direction-là. Puis ça, c'est aussi un choix qu'il faut respecter chez les coachs. Mhm. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais, et j'adore ton discours parce que tu as un discours de perché. J'aime ça. J'aime ça. Et quand je dis perché, faut le prendre du Ah, bon. t'inquiète, t'inquiète, je me considère comme pitché. Ce que j'aime bien avec ton image de la roue, et pour moi, en fait, ce qu'il y a au centre de la roue, c'est les qualités athlétiques générales d'une personne. Cette capacité à bouger dans l'espace, cette capacité à savoir où ton corps se place dans l'espace, avec ses limitations, avec ses contraintes. Aussi comprendre où est-ce que tu es fort, où est-ce que tu es moins fort, quelles sont tes forces et quels sont tes facteurs limitants. Et puis après, d'aller explorer les différentes possibilités d'amélioration. Ce que moi, je ressens par rapport à la préparation physique, mais aussi par rapport à l'entraînement en fait général de monsieur et madame tout le monde, c'est que la plupart des gens vont, selon moi, beaucoup trop vite dans l'ultra spécifique, alors qu'ils ont zéro qualité athlétique de base. Mhm. 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 Ce Et puis qui, après, ouais. ce qui peut engendrer forcément des blessures. Et un truc, alors après, c'est un raccourci parce que c'est que mon observation. Et du coup, c'est un niveau d'évidence qui est proche du sol. Mais c'est pendant la pandémie, les gens, bon, on peut sortir dehors, donc tout le monde va courir. Mais en fait, tu sais même pas marcher correctement que toi, tu veux déjà commencer à courir et un truc qui joue pas. Mhm. Parce que quand Mhm. tu cours, tu as de l'impact. Ces impacts créent des contraintes que ton corps supporte ou supporte pas s'il a un niveau de tonicité de base qui est suffisant pour supporter ça ou pas. Mhm. 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 Ouais, écoute, on pourrait aller dans tellement de directions et je te laisse Oui. guider du coup la conversation. J'ai tellement de choses du coup qui me viennent en tête. Mais je voulais juste rebondir sur le point d'avant, sur la clarification. C'est vraiment quelque chose qui est primordial, je pense, pour les coachs, c'est de se dire, enfin, au début, tu sais pas si tu as moins de 5 ans d'expérience du coup dans le coaching ou Mhm. Euh, tu sais pas encore sur le long terme. Si t'as pas accompagné quelqu'un pendant 10 ans, tu sais pas en fait les conséquences. Tu peux les lire dans un bouquin, tu Mhm. peux les avoir appris du coup avec un mentor qui va dire voilà, après 20 ans, voilà ce que j'ai appris. Mais toi, tu sais pas exactement les conséquences de ce que tu vas donner. Et Mhm. du coup, avec le temps, tu apprends vraiment à comprendre ces conséquences. Puis là, tu peux avoir cette conversation franche avec le client. Écoute, on peut aller dans cette approche, le prix, ce sera ça. De nouveau, j'ai pas une boule de cristal. Ça fait en guillemets que 18 ans que j'accompagne les gens sous une forme ou d'une Mhm. autre. Euh, mais tu commences à avoir vu suffisamment de choses que tu arrives à faire Mhm. les liens entre Ouais. les activités et les conséquences. C'est Et du coup, sur cet aspect, excuse-moi, mais oui, oui. de performance, je dis toujours performance et santé. Quand tu commences avec Micheline, ça Mhm. va main dans la main, un bon bout de chemin. Ouais. Et puis Oui, après, à un bien sûr. moment donné, peut-être qu'il y a un split. Puis se dire, ben Mhm. voilà, maintenant, faire un temps sur les 20 kills de Lausanne, ça va te coûter un petit peu par rapport à ta capacité à élever ta famille, tu vois. Mhm. Peut-être à un moment donné. Mais par contre, quand t'as un athlète qui vient vers toi, c'est ce que je disais, ben, est-ce qu'on a besoin de saupoudrer avec un petit peu de l'opposé
pour venir équilibrer un petit peu les choses et Mhm. puis peut-être créer un fonds pour pouvoir mieux préparer du coup la saison suivante parce que Ouais. tu vois à long terme ou pas. Et puis de nouveau, ça va dépendre de l'expérience d'entraînement de la personne, l'âge tout simplement Mhm. de la personne. Tu parles du coup de qualité physique générale. Ben, du Mhm. coup, ça se développe pas la même chose au fur et à mesure du coup de la croissance et avec l'âge. Il faut comprendre d'où la personne vient, quelle est son expérience et ensuite quelles sont les lacunes pour Mhm. avancer. Ouais, Mais je suis clairement. fan d'aller chercher du coup les lacunes, essayer de voir c'est quoi les trous dans la structure. Ouais. Ouais. Souvent les gens tombent de haut quand tu te rends compte que c'est un emmental, comme ils disent en anglais, même si. Non, gruyère, comme ils disent en Ouais. anglais. Alors qu'il n'y a Avec pas plein de de trou trous. dans le gruyère, mais Alors, bon, on va pas se vexer, on va pas commencer à faire les susceptibles. Mais non, ouais, ta vision, ta vision est très proche, est très proche de la mienne. Et je pense que c'est quelque chose. Et tu vois, c'est là où en fait l'expérience de terrain, elle est irremplaçable, peu importe ton niveau d'expérience théorique d'expertise théorique. Mhm, C'est-à-dire que c'est vrai que j'ai de la peine, alors peut-être parce que je commence à avoir un certain âge, et puis que du coup, les petits jeunes qui arrivent forts me saoulent des fois un peu. C'est, ouais, bah, en fait, moi, j'ai une pratique evidence-based. Donc, en fait, je me base sur des études et je dis loin de moi l'idée de dire que les études sont pas importantes, mais tu peux lire autant de papiers que tu veux. À un moment donné, si tu n'as pas l'expérience de terrain, c'est-à-dire d'avoir vu ben, Micheline, Bernard et ainsi de suite, et que de voir qu'est-ce que l'application sur le terrain de la science représente, bah, il te manque il te manque un gap que seule l'expérience et le temps peuvent combler. mhm, Et du coup, c'est vrai que j'ai un de mes amis qui m'a dit, en fait, nous, on doit s'auto-proclamer spécialiste, ou on peut se proclamer spécialiste dans un domaine, mais on ne doit jamais s'auto-attribuer le terme d'expert. C'est les autres qui nous attribuent ce terme d'expert-là et qui nous mettent sur ce piédestal. C'est bien ou c'est pas bien, c'est pas le sujet. Mais c'est vrai que quand je vois des jeunes de 20 ans qui sont experts dans un domaine, j'ai envie de dire, ouais, mais mon gars, en fait, bah, je suis désolé de te le dire, mais t'es expert de rien du tout. Parce qu'en fait, le truc qui te manque, c'est l'expérience de terrain. Et mhm, tant que ça, tu l'as pas, mhm. bah, ça supporte pas l'expertise que tu peux avoir qui est théorique. Non, mais bien sûr, mais c'est en même temps, ça fait partie du coup du cheminement. Moi, je Ouais. vois dans les débuts, je passais de dogme en dogme. Et puis quand t'as fait 100 dogmes différents, puis tu vois qu'en fait, tu as fait 3 fois le tour, et puis que les modes sont revenus, puis que tu as fait le tour. Je me souviens, au début d'OPEX, James, il nous disait toujours, mais vous voyez, là, la mode, c'est ça, maintenant, c'est paléo, avant, c'est carnivore, j'en sais Mhm. rien, c'est vegan ou je sais Mhm. pas quoi. Puis en fait, tu vois que les boucles, toutes les 15-20 ans, elles reviennent. Mhm. Tant que t'as pas fait l'expérience d'une boucle qui fait le tour, ben, tu es convaincu que tu as trouvé la nouvelle vérité. Ouais, clairement. Donc, tu n'as pas cette expérience, ben, c'est difficile. Entre guillemets, nous maintenant, je dis pas qu'on est vieux, mais par rapport au coach qui a 20 ans, on est un Oui. peu le vieux con, puis on peut dire du coup que tu sais rien du tout, mais en même temps, il a besoin d'être convaincu du coup d'un truc pendant quelques Oui. temps. Puis ça fait Pour... partie comme tu dis, ça fait partie du cheminement. Moi, je me rappelle être sorti de formation. T'es là, t'es sorti de formation, puis tu te dis putain, c'est la vérité absolue. Tout le monde va aller dans ce sens-là. Puis Mhm. après, t'en refais une autre, après, t'en refais une autre, puis à un moment donné, t'es là, bon, ok. Et t'as passé, ben, tu vois, moi, ça fait 21 ans que je m'entraîne. Je coachais aussi mes potes un peu en parallèle. Quand j'étais dans des clubs de boxe, ça m'arrivait de donner des cours pour les plus petits. Puis après, bah, j'ai décidé de faire ça officiellement il y a bientôt 11 ans. Et t'es là, tu passes d'un truc à l'autre, et à chaque fois, tu as l'impression d'avoir découvert la nouvelle vérité de l'univers. Mhm. Et maintenant, bah, je découvre un nouveau truc, puis je me dis, bon, ok. Et si on le contextualisait un peu? Et j'arrive à prendre ce recul-là que tu peux pas prendre quand tu es jeune. Et au final, ça fait partie du jeu. Et c'est cool. Mais c'est vrai que des fois, ça me fait marrer, mais c'est un peu plus le rire du vieux con, quoi. Et en fait, je me revois quand moi j'avais 20 ans. Mhm. Et je suis là, ouais, en fait, je pourrais me gifler, quoi. En gros, c'est ça. Je pourrais Mais bien sûr, me- mais bien sûr. Mais c'est ça qui est beau, c'est de développer cette Mhm. perspective, de pouvoir maintenant rétroactivement regarder puis dire, moi j'en ai fait des conneries, mais c'est comme ça que j'ai appris, comme ça que j'ai avancé. Donc, Comment ta vision du mouvement, elle a évolué avec le temps? Comment ta vision du mouvement, elle a évolué avec le temps? Et ce que j'apprécie dans ton discours, c'est qu'en fait, tu parles de cette roue avec les différents arcs. Et maintenant, et c'est sûrement le temps qui fait ça, je te vois pas, tu vois, 100% à fond dans une direction, mais plutôt comme j'ai une boîte à outils à disposition, puis en fait, je vais me servir d'un truc ou de l'autre.
Mm. ce qui évite le discours dogmatique, ce que j'apprécie d'autant plus. Mais comment ta vision du mouvement, elle a évolué avec le temps? Euh, ben, la fondation, elle a toujours été pluridisciplinaire. Donc, j'ai jamais gagné, enfin, j'ai gagné deux, trois triathlons, deux, trois trucs comme ça, mais vite fait, mais j'ai jamais été champion de quoi que ce soit. Mhm. Et du coup, le seul truc que j'ai fait pendant plus de 20 ans, hormis du coup la préparation physique, c'est le ski. Ok. Mais sinon, j'ai toujours, tous les deux, trois ans, et certaines disciplines, j'ai fait un cours privé une fois. Mais mon but, c'était d'avoir touché à tout. Ouais. Et du coup, si tu dis 10 sports là, il y a de fortes chances que 9 je les ai au moins. Mhm. Au moins, j'ai testé ou j'ai pris un cours ou j'ai pratiqué pendant quelques mois ou quelques semaines ou quelques années. Et du coup, ça a toujours été déjà pluridisciplinaire. Donc, d'une manière générale, comme je disais avant, je capte déjà les liens entre. Mhm. Après, il y a quand même une communauté mondiale qui s'est un peu développée autour de ce qu'on appelle le movement practice avec Ido Portal et compagnie. Puis c'est des gens que j'ai suivis pendant des années. Aussi, un de mes mentors, Joseph de Fighting Monkeys, Mhm. qui a cette approche un petit peu de revenir du coup à la base du coup de l'humain. Et ça m'a tout de suite parlé parce que j'étais déjà aligné sur cet aspect du coup multidisciplinaire. Et après, presque le movement practice est devenu un dogme en tant que tel. Donc au lieu d'être basé sur ce noyau, ça devenait déjà une nouvelle tige. Et Mhm. du coup, tu peux faire du foot, du volley, puis du movement practice. Et puis du coup, ça c'était ça m'a un petit peu déplu aussi. Mais je crois vraiment que c'est le, le fait constamment de strip off tous les superflus. C'est de Mhm. capter, dans la préparation physique, tu sais, tu te dis, OK, alors je dois développer du coup la force des jambes, je dois faire du coup le haut du corps. Bon, de quoi on parle du coup haut du corps, pousser, tirer, overhead, en bas, dans tous les différents axes, unilatéral, bilatéral, tu as toutes les options du coup pour les jambes, etc. Puis du coup, tu sais, tu commences à aller, puis après, le plus tu fais de formation, soit tu vas rajouter du coup des couches, Mhm. et à un moment donné, il s'agit de se poser la question, mais en fait, c'est quoi le noyau du coup qui est nécessaire? Mhm. Si je devais donner que, par exemple, tu fais un coaching privé avec une dame, 60 ans, et puis du coup, quand tu es parti, tu veux qu'elle continue à faire quelque chose, mais elle va pas se rappeler de 10 exercices. Tu Mhm. peux pas donner ta forme de périodisation vite fait, euh, ta planif du coup, il y a tout dedans, puis tu ratisses large. C'est un peu le truc. Au début, tu ratisses large parce que tu sais pas quel trou du coup combler. Mais du coup, ma question, c'est de se poser, mais en fait, elle, quand elle est en train de marcher, c'est quoi la lacune principale? C'est quoi si je devais lui donner un truc ou deux trucs, trois trucs maximal que je devais lui donner pour qu'elle bouge mieux? Je sais pas, je Mhm. donne un exemple concret. Peut-être je remarque que manque de mobilité au niveau du gros orteil, du pouce Mhm. du gros orteil. Et du coup, dans la démarche, du coup, ça va induire du coup une forme de rotation externe pour éviter de venir là sur la flexion. Puis du coup, ça induit du coup un déplacement fonctionnement au niveau de la hanche. Et du coup, le gainage, il fonctionne plus de manière appropriée. C'est quoi si je devais lui donner un complexe ou un truc que je pourrais filmer avec elle, qu'elle pourrait continuer du coup à appliquer? Du coup, je dirais c'est une approche du coup de trouver les lacunes et les trous de manière individuelle. Et puis après, de manière plus collective, c'est de se dire, ben, c'est quoi les fondamentaux du coup du mouvement humain. Et puis comme je disais avant avec ce schéma, j'aime bien ce schéma debout. Donc il y a tellement de rabbit holes qu'on pourrait expérimenter, mais le temps que les gens ils ont passé du coup à quatre pattes Mhm. dans leur développement, ou justement pas, puis ils sont passés du coup trop tôt debout, puis ils ont des lacunes en termes de coordination générale, etc. Mais bref, t'as ce quatre pattes comme un enfant. Se coucher sur le dos, coucher sur le ventre, quatre pattes, commencer à se déplacer, debout, comprendre du coup c'est quoi les enjeux de la position debout, c'est quoi une bonne posture. De nouveau, pas de manière dogmatique, ça c'est la posture juste, mais où c'est que je remarque un- une fuite d'énergie quand je vois cette personne du coup bouger? Où Mhm. c'est que je vois que cette personne elle est en train de tomber? Donc tomber dans le sens où c'est qu'il y a un relâchement qui vient se poser du coup sur des structures passives au lieu de venir tenir du coup sa position. Et puis ensuite du coup je vais observer du coup dans la marche et puis ensuite je vais lui demander de manipuler un objet. Puis ça peut être je sais pas, un classique que je vais faire, c'est genre juste tiens, prends la poignée du coup de la machine à poulie et puis pousse. Et Mhm. je regarde comment la personne du coup s'y prend. Puis si avec l'expérience, tu commences à voir dans le pousser, t'es pas en train de regarder c'est quoi l'engagement au niveau pectoral. C'est évidemment il y a ça aussi, mais c'est comment est-ce qu'elle utilise le corps complet pour faire ça. Mhm. C'est cette coordination générale. Plus j'avance, tu as mentionné précédemment la, la préparation physique générale ou les capacités physiques générales comme base du coup de cette pyramide de développement de la capacité, des Mhm. capacités physiques. Moi, j'aime bien avoir la coordination tout en bas. Ok.
Et du coup, c'est cet aspect dans le Bon, la développement. coordination, c'est une qualité physique parmi celles qui font les qualités athlétiques générales. Ouais, mais Ok. justement, souvent, c'est utilisé du coup dans une étoile. Tu mentionnais Jean-Pierre Heger, du coup, je sais pas Oui. si avec les différents formats JS et compagnie. Enfin bref, du coup, la coordination, c'est un de ces aspects. Puis tu as la force, puis tu as le Donc là, tu vois capacité. plus une forme de pyramide et la coordination, elle est à la base. Ben oui, parce que pour moi, du coup, ton expression de force, déjà, tu dois savoir quoi contracter. C'est pas une question de, de combien tu soulèves sur le mouvement, c'est est-ce que tu sais déjà faire le mouvement. Mhm. J'ai bien donné l'exemple du coup du pianiste. C'est du coup un pianiste qui fait un concerto. Du coup, il peut jouer avec intensité, puis émotion, et puis vraiment, il y a mis du cœur, mais d'abord, il a dû apprendre à faire le solfège. Et du coup, pour moi, c'est déjà comprendre cette coordination générale. Ouais. Et c'est pour ça que le plus j'avance, le plus je fais des boucles en arrière et je reviens sur cette coordination générale, le plus tu optimises du coup la capacité de mouvement et puis la force du coup elle suit. Puis après, forcément, c'est clair que c'est super kiffant d'aller faire du coup, des progressions de force dans ta périodisation et dans tes planifs. Mais pour moi, tu as cette coordination à la base. Et du coup, comment ma pratique si je devais résumer en une phrase, comment ma pratique du mouvement elle a évolué, vraiment, c'est de comprendre l'importance de cette coordination du coup à la base. Ok. Et du coup, cette capacité à observer l'autre un peu comme j'avais certaines clientes qui m'appelaient euh, celui qui voit avec Le euh, rayon X? dans les X-Men, ouais, exactement, avec les rayons X. Mais en Ouais. fait, c'est de capter, quand tu vois une personne bouger, d'abord, tu dois déjà être capable, enfin, tu dois, d'abord. Si tu parles à un coach, du coup, qui a 20 ans, il doit déjà juste coacher pendant une pétée d'années. Mais en tout cas, moi, ce que je trouve épanouissant, du coup, après ces années d'expérience, c'est réussir quand tu vois quelqu'un bouger, tu vois qu'est-ce qui joue et qu'est-ce qui joue pas. Mais c'est pas une approche dogmatique de c'est ton genou, il va dans cette direction ou je sais pas quoi. Mhm. C'est tu captes en termes d'expression du coup dans le mouvement où c'est qu'il y a une fuite d'énergie et où c'est que du coup tu peux optimiser Mhm. du coup le tout. Et puis l'étape suivante pour moi, c'est de développer une telle empathie du mouvement que quand la personne est en train de bouger, toi tu ressens en fait l'engagement musculaire ou Effet pas miroir. sur certains schémas. Exactement, via du coup l'effet miroir et le, mais moi, j'appelle ça cette empathie du mouvement, ce qui fait qu'après, tu peux directement venir avec la bonne correction et puis Mhm. avoir une monstre plus-value comme coach, parce que du coup, en un, deux conseils, tu peux vraiment euh, corriger, enfin avoir un impact énorme Mhm. sur un mouvement qui va se traduire vers leurs gestes et fonctionnalités du quotidien. Ça peut être Ouais. Je course à pied vois, pour le coureur ou soulever un enfant pour une maman, peu importe. je vois bien le truc. Et pour les jeunes coachs qui nous écoutent et qui sont pas dans cette phase de moi je sais tout, ne vous mettez pas non plus la pression avec ce qu'on raconte par rapport à ce qu'on raconte avec Marc. Comme il l'a très justement dit, et je le répète parce que c'est important de le souligner, au départ, vous devez coacher. Et c'est-à-dire aller voilà, coacher. Et puis je pense que c'est une. Il faut par contre, en parallèle de ce coaching, faire preuve volontairement d'une qualité d'observation importante et d'analyse, et après qui vient se développer, s'affiner et se supporter par la formation continue, qu'elle soit certifiante ou non, et par votre curiosité dans cette recherche-là, qui va de toute façon être biaisée, parce qu'on l'est tous parce qu'on aime ou ce qu'on aime moins. Et ça, c'est aussi hyper important. Mais avant tout, il faut être capable d'observer. Et ça, c'est vrai que c'est un truc hyper intéressant et c'est un truc qui se développe. Et il y a 2 ans, on est parti en vacances avec ma femme pendant une semaine dans un hôtel all-inclusive en Turquie. Moi, sur ma chaise longue, en train d'observer, enfin, moi sur ma chaise longue, même pas sur ma chaise longue, mais en train de jouer avec ma fille et en train d'observer tout le monde. Et en fait, tu vois toutes les problématiques des gens parce qu'à un moment donné, ton œil, il est affûté pour ça. Tu vois la personne qui a les épaules en dedans, tu vois la personne qui marche, qui a une biomécanique de marche qui est bizarre. Et puis tu te dis, bon, ah bah, j'aimerais bien lui dire ci, puis j'aimerais bien lui dire ça. Puis après, tu te dis, bon, en fait, je vais juste jouer avec ma fille parce que je suis en vacances. Mais ouais, il faut avoir cette volonté-là de développer cette qualité d'observation. Mm, mm. Et je pense, tu as, l'observation, t'as une humilité du coup de- dans, dans l'approche d'une manière générale, parce que du Mhm. coup, là, moi, je peux partager du coup avec ces années d'expérience, mais
je reste avec le beginner mindset. C'est vraiment, je ne sais rien. Pour l'instant, je suis arrivé à ces conclusions-là. Elles Mhm. fonctionnent très bien, mais dans 5 10 ans, je regarderai en arrière puis Mhm. je me dirais que je ne sais rien. Et du coup, c'est particulièrement important et difficile, du coup, je trouve, au début de ta carrière, parce que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Puis tu as fait 3 formations, donc tu as trois façons de corriger, du coup, la biomécanique. Puis Mhm. tu cherches à mettre les gens dans une certaine case. Tu peux pas encore, t'as pas encore fait ton propre framework, ton propre Mhm. système, du coup, de pensée. Et non seulement du coup l'expérience de coacher beaucoup, mais de s'assurer d'avoir en place des boucles de feedback pour pouvoir continuer ton apprentissage. Parce que sinon, Mhm. tu peux coacher et puis faire rentrer les gens dans les bons moules parce que tu as appris ça dans une formation et puis faire ça pendant longtemps. Mais si tu n'as pas un système de feedback pour savoir si ce que tu fais fonctionne, c'est difficile du coup toi de t'améliorer. Et c'est pour ça que, bah, par exemple, ça paraît bête, mais juste le, le- je prends l'exemple, la mesure de composition corporelle. Du coup, si tu as des gens qui viennent avec la perte de poids, puis tu n'es pas en train de fréquemment mesurer du coup cette composition corporelle, tu peux te raconter quelque chose. C'est Bien trois sûr. mois après, ah ouais, je me sens beaucoup mieux, mais vraiment, est-ce que les datas, du coup, elles prouvent ça? Puis là, je dis, Mhm. la composition corporelle, c'est facile à quantifier, parce que c'est un chiffre, du coup, de masse graisseuse. Mais du coup, est-ce que tu filmes régulièrement les gens sur le schéma de marche? Mhm. Comment est-ce que tu quantifies, du coup, leur progrès par rapport aux différentes choses qui comptent pour eux? Et du coup, ça permet au client d'être exposé à une forme de vérité, voir s'il est en train de progresser ou pas. Mais ça permet aussi, aussi et surtout, j'ai envie de dire, pour la progression du coach, de savoir si ce que tu fais, ça fonctionne ou pas. Mhm. Ouais, bien sûr. Bah, Et ça, c'est crucial. et juste pour ça, il faut, selon moi, bah, traquer les stats d'entraînement de tes clients. C'est déjà un bon moyen de mesurer la progression. Au début, je ne le faisais pas parce que j'avais pas encore eu d'enfant et j'arrivais à me rappeler de tout. Et puis après, j'ai commencé à avoir de la privation de sommeil pendant un petit moment et du coup, je n'arrivais plus à me rappeler et j'ai commencé à traquer. Mais tu vois, l'autre jour, bah, j'ai intégré un exercice avec un client. Pour ceux qui connaissent le Jefferson Curl, j'ai intégré cet exercice-là avec un client à partir d'octobre de l'année passée parce que j'avais exploré plusieurs pistes pour régler ses douleurs lombaires et puis cette fragilité qu'il avait au niveau du dos. Et aussi pour lui permettre à lui d'être rassuré dans sa manière de bouger parce qu'il avait peur quand il faisait des mouvements où c'était engagé, de peur de se bloquer le dos. Et puis on a commencé à intégrer le Jefferson Curl. Et puis la semaine passée, je le regarde, puis j'ai fait, ouais, bah tu vois, aujourd'hui on est à 8 reps à 25 kilos. En octobre de l'année dernière, on était à 5 reps avec 2,5. Puis il me fait, ah ouais, ah c'est cool. Et donc ça montre que ça progresse. Donc c'est une manière de faire, c'est pas la seule manière de faire, mais c'est une manière de faire. Et Mhm, effectivement, ce qui ne se mesure pas est difficile à faire progresser. mhm, 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 mhm. Oui, et personnellement, si je veux aller encore un peu plus loin dans cette super exemple du coup que tu donnes, c'est de se dire, OK, cette personne-là, du coup, elle avait des douleurs lombaires. Mhm. Du coup, peut-être, ça peut être quelque chose de subjectif, mais de 1 à 10, les douleurs lombaires, elles en sont où? Et du coup, ensuite, tu as une progression avec ton Jefferson Curl, du coup, que tu as quantifié, et tu as de nouveau un score subjectif, du coup, de perception des Mhm. douleurs lombaires. Ouais. Et du coup, comme ça, tu peux revenir lié à Mhm. vraiment ce qui va avoir un impact pour la personne. Et là, on commence à aller, du coup, dans l'aspect Ouais. du coaching Oui, parce mental, de qu'on motivation, ouais, etc. on pourrait aller sur du multifacteur, c'est-à-dire qu'on pourrait très bien avoir des mesures objectives, comme la charge, ou les mesures, et puis des mesures subjectives. Aujourd'hui, de 1 à 10, comment tu te sens quand tu te lèves le matin. Aujourd'hui, de 1 à 10, comment tu te sens dans ton corps. Aujourd'hui, de 1 à 10, comment tu te sens quand tu es en maillot de bain devant tout le monde. Mm. Et puis, et puis quantifier ça, et puis dire, bon, bah voilà, il y a 3 mois en arrière, tu pouvais pas te mettre en maillot de bain. Aujourd'hui, tu es à l'aise à 4 sur 10. Bah, c'est déjà vachement bien. Mm. Mm. Ouais, je te rejoins. J'ai quand même des questions à te poser, en fait, parce que je me suis noté des questions. Vas-y, vas-y. Euh, aujourd'hui, Marc, quelle est la valeur, une des valeurs qui est importante pour toi et qui est comblée à travers le travail que tu fais? Une valeur importante pour moi qui est comblée via le travail. J'essaye, j'ai envie de dire l'honnêteté. Mhm. L'honnêteté, mais l'honnêteté intellectuelle dans ce que je sais, ce que je ne sais pas. L'honnêteté face à la progression du coût du client. Faut capter dans le coaching pour euh, réussir d'un point de vue commercial. À partir du moment déjà où tu es sympa, 50% du job il est fait, même Tellement, si tu es mais incompétent. tellement. Et du coup,
Personnellement, je vous encourage à tous être sympa parce que c'est 50% du job, puis c'est primordial, et puis surtout si c'est authentique, c'est Mieux. magnifique. Mais l'honnêteté aussi face aux résultats et aux progressions, parce que c'est quand même un milieu au fitness où il y a beaucoup de gens qui sont abonnés, mais finalement qui sont juste abonnés, mais qui se pointent pas. Du coup, c'est est-ce que tu te relances, est-ce que tu cares, est-ce que caring, comment on dit en français de, Prendre soin ouais, est-ce que ou avoir de l'attention à. ouais, ouais, est-ce que ça compte pour toi que Mhm. tes clients, du coup, ils progressent? Et puis ensuite, cette forme d'honnêteté de dire, ben, ouais, ok, bravo, t'es venu à la salle, bravo, je vois que tu fais des efforts là, mais concrètement, on n'a pas avancé sur ces différents marqueurs, du coup, Mhm. subjectifs, objectifs qu'on a définis. Et du coup, on a cette responsabilité de, oui, on veut être sympa parce qu'on veut qu'ils reviennent, mais aussi de présenter, du coup, cette vérité objective pour s'assurer, pour les tenir accountable, comme on dit en anglais, que c'est aussi un Mhm. mot que j'ai de la peine à traduire, mais les tenir à rigueur, mais avec empathie et sympathie. Ok, l'honnêteté. Ouais, c'est aussi important. Puis, moi, j'en reviens toujours à dire ça. Les gens, ils arrivent. Je donne toujours cet exemple, en fait. T'as une- Ça, c'est la personne. Puis, elle met toutes ses problématiques, toutes ses limitations, toutes ses peurs, toutes ses craintes. Puis, elle dit, ouais, coach, vas-y, fais un truc avec ça, s'il te plaît. Mhm. Mhm. Et c'est important pour nous d'être honnête avec les gens sur ce qu'ils peuvent faire, sur ce qu'ils peuvent pas faire à l'heure actuelle, sur comment ça peut évoluer et surtout qu'est-ce qu'ils doivent mettre en place pour que ça évolue. À savoir que ben, c'est une systématique qui est mise en place et qui peut évoluer aussi avec le temps. Aujourd'hui, en début janvier, j'ai commencé un suivi à distance avec un jeune. Le mec démarre tu vois, il est en études de physiothérapie. Il démarre avec 5 entraînements dans la semaine. Au bout de 2 semaines, il me dit, ouais, bah, en fait, j'ai pris du retard. Il y a 2 entraînements de la semaine 2 que je dois faire sur la semaine 3, mais du coup, je me mettrai à la bourre. Ok, stop. Est-ce que tu penses pas que 5 entraînements dans la semaine, c'est trop? Et puis au Mhm. final, on redescend. Et ça, c'est aussi notre job de, euh, de tirer la sonnette d'alarme ou de mettre, bah voilà, factuellement, qu'est-ce qui est limitant et qu'est-ce qui l'est pas. Et Mhm. comment est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Mhm. 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 L'honnêteté, ça me parle. Ouais, peut-être pas des objectifs. Il y a l'histoire des objectifs trop ambitieux. Tout le monde est Ouais. super motivé au début, mais qu'est-ce qui sera tenable du coup sur la durée? D'amener. Ouais, enfin bref, tu l'as déjà dit. Mais Mhm. ouais. Tu parlais de la sympathie qui est une qualité essentielle chez le coach. Tu dirais que c'est quoi, allez, le top 5, le top 3, top 5, c'est toi qui vois des trucs importants à avoir chez un coach ou une coach pour pouvoir perdurer dans le temps. Bah, comme je dis souvent, euh, donc moi, via mes différents projets, différentes salles et tout ça, j'ai engagé euh, presque 20 personnes différentes au fur et à mesure. Donc j'ai eu pas mal de coachs du coup qui sont passés, qui sont repartis, certains qui sont restés, etc. Puis je dis souvent dans le processus, c'est les qualités humaines, elles sont évidemment qu'elles se développent aussi, mais elles sont beaucoup plus complexes à développer, elles sont beaucoup plus complexes à quantifier en termes de Mhm. progression. Et du coup, j'engage déjà sur la qualité humaine. Je préfère du coup le coach qui est sympa, souriant et et, et qui possède déjà une bonne base sur ses compétences humaines, parce qu'après, du coup, les capacités techniques de périodisation, de correction d'exercice, etc., c'est des choses, je trouve, qui s'apprennent assez facilement. Mais Mhm. j'ai besoin, du coup, c'est clair, les capacités humaines, donc skills sociaux, capacité du coup à écouter, à faire preuve d'empathie, à faire preuve de sympathie, ça c'est un gros aspect. L'autre, j'ai besoin du coup de curiosité. Et Mhm. c'est vrai que du coup, ben, il faut me suivre. Je suis un peu perché, je vais dans toutes les directions. Du coup, j'ai fait je ne sais pas combien de dizaines et de dizaines de formations. Et du coup, il y a beaucoup de choses. Et du coup, j'ai besoin que la personne soit curieuse pour. euh, Enfin, là, je parle pour mes employés, mais Oui, oui, si mais c'est ça, si c'est pour c'est monsieur, madame, tout le monde, je trouve curiosité, remise la en question. curiosité, elle est importante parce qu'au Ouais, final, notre domaine, il est en perpétuelle évolution. Là, on est en plus dans une phase où la science commence à beaucoup back-upper tout ce qu'on raconte et tout ce qu'on fait. Et donc, c'est important d'avoir cette curiosité pour ne serait-ce se tenir à jour et découvrir des nouveaux outils. ouais, ouais, ouais. Je rebondirai du coup sur cette honnêteté, mais plus sur l'aspect aussi honnêteté intellectuelle. C'est du coup, c'est de se rendre compte que même si on a fait quelque chose pendant 2 ans et puis qu'on avait quelques résultats,
il y a peut-être une meilleure façon de faire, qui a moins de points négatifs, il y a d'autres approches. Puis de nouveau, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Je reprends l'exemple de quand tu es en Turquie, là, puis tu observes les gens avec leur mauvaise biomécanique. Ben, en fait, à côté de toi, tu peux avoir un psychiatre qui se dit, qui est en train de te juger, en train de se dire, ben, lui, ça se voit que lui, il a des troubles psychologiques ou j'en sais rien quoi, tu Bien vois. sûr. Et du coup, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et du coup, on a notre niche, mais c'est constamment, et c'est pour moi, en tout cas, revenir un peu en arrière pour prendre un peu de perspective. Puis, Mhm. je donne souvent cet exemple dans la formation, un peu de zoom in, zoom out. Là, on va zoom in, on va aller voir exactement combien de jours doit durer la phase anaérobique, lactique, pré-compétition pour préparer ton truc. Puis j'adore geeker sur ce genre de choses, mais c'est aussi prendre un peu de perspective sur le côté. On disait sympathie pour le coach. Si tu es sympa et puis que la personne, et puis que tu es souriant quand tu accueilles la personne dans la salle, et puis que la personne, elle revient demain, ben, c'est probablement une plus grosse victoire de est-ce qu'elle a exactement le bon plan d'entraînement pour elle aujourd'hui. Mhm. Parce qu'en fait, si tu arrives à mettre en place du coup cette habitude et puis qu'elle commence à fréquenter la salle, puis qu'elle a du plaisir à la fréquenter, tu pourras corriger tes petites erreurs du coup de planif en cours de route. Mhm. Tandis que si tu as le planif parfait, mais tu es un connard, puis que la personne ne revient pas, t'as pas aidé sincèrement la personne du coup à Mhm. avancer. Ouais, je pense que pour être un connard antipathique et asocial dans le domaine du coaching, il faut être un ultra expert dans son domaine. Si tu es vraiment un ultra expert et que tu es au sommet de la pyramide et que tu es le meilleur des meilleurs, même si humainement c'est la catastrophe, je pense que tu peux t'en sortir. Mais par contre, au sommet de la pyramide, il y a une place, il n'y en a pas deux, quoi. Mhm. Moi, en tout cas, je vois ça comme ça. J'ai jamais rencontré un expert qui est au sommet de la pyramide et qui est humainement imbuable. Mais moi, je l'imagine comme ça. D'où, en fait, l'importance des soft skills et des qualités humaines Ouais. pour développer son business. Ouais, c'est clair, tu peux toujours compenser quand t'as un... Ouais, c'est la même chose dans la préparation physique, dans les différents mouvements, etc. Les schémas de compensation, c'est tout. Mhm. Du coup, tu peux toujours compenser sur quelque chose. Tu as une blessure de quelque part ou tu as une inactivation de quelque chose, puis tu peux compenser avec autre chose. Puis du coup, c'est clairement la même chose avec ces Mhm. skills. Ouais. Euh, c'est quoi le revers de la médaille de tout ce que tu fais? Le revers de la médaille Mhm. de mon activité en tant que coach, tu veux De dire? ton activité en tant que coach, en tant qu'entrepreneur, ben voilà, tu es indépendant. On sait que l'indépendant, il a deux casquettes. Il a sa casquette technique, à proprement parler. Puis il a Ouais. sa casquette entrepreneuriale, qui est commune et transversale à tous les domaines, avec évidemment un peu de variation. Mais voilà, dans l'ensemble, dans tout ce que tu fais, dans ton activité professionnelle, tu dirais que c'est quoi le revers de la médaille? Bah, tu sais, c'est un peu la même chose que j'avais eu aussi à l'époque avec le ski. Tu fais prof de ski parce que tu adores le ski, jusqu'à ce que tu n'aimes plus le ski parce qu'en fait, tu fais que du chasse-neige avec des gamins derrière. Tu as quand même un peu ce truc de, je trouve, faut faire attention de ne pas perdre la flamme, surtout avec le temps qui passe. Mhm. Du coup, tu passes tout ton temps dans une salle, c'est peut-être la tienne, tu associes peut-être ça du coup au travail et puis à charbonner. Euh, de pas oublier enfin, je dirais, si tu me poses la question, c'est quoi du coup le revers de la Mhm. médaille? Je dirais qu'un challenge, c'est maintenir la flamme pour l'entraînement du coup personnel. Mhm. Mais heureusement, via l'effet des neurones miroirs, tu peux t'entraîner en regardant les autres s'entraîner, donc tu as, moins besoin de mettre les heures. Euh, et puis sinon, bah, c'est clair que bon, clairement, c'est l'aspect administratif et Mhm. bureaucratique de la paperasse éternelle et infinie du coup qu'il faut faire en tant que chef d'entreprise. Ça, c'est un peu, mais c'est un peu un mal pour un bien. Tu vois, je veux dire, t'es entrepreneur, t'as une forme de liberté, mais t'es ton propre bourreau et c'est toi qui te mets en cage tout seul. Et puis, Mhm. tu, tu bénéficies pas autant de cette liberté que tu cherches à obtenir via l'entrepreneuriat. Mais ouais, je dirais. Tu te sens plus libre par rapport à ton activité professionnelle maintenant qu'au début, ou pas forcément? Honnêtement, non. Ok. Non. Et pourquoi, à ton avis? Non. Je pense l'insouciance au début. Ok. Quand j'ai lancé ma boîte au début, vraiment insouciance totale. Mhm. Et du coup, tu sais pas tous les challenges qui vont venir. Tu les découvres un peu au fur et à mesure. Puis tu as la fougue de la jeunesse et puis finalement, tu kiffes ton truc. Mhm. Et puis avec le temps, c'est clair que du coup, tous les challenges qui viennent, tu sais qu'ils vont se répéter fréquemment d'année en année. C'est beaucoup de choses cycliques comme ça d'un point de vue administratif. Euh, et
ouais, je dirais que ah, c'est tellement pour tous ceux qui veulent se lancer hein, comme indépendant et comme entrepreneur, Mhm. c'est, tu peux faire tout ce que tu veux. C'est juste tu dois assumer les conséquences. Donc si Tellement. demain je veux me barrer en Thaïlande, demain je pars en Thaïlande. Je Mhm. veux juste faire quelques appels, déplacer des rendez-vous, bon, c'est fait. Mhm. Mais il faut l'assumer. Mais il faut l'assumer. Et du coup, je trouve que c'est ce jonglage perpétuel entre quel plaisir tu as envie de t'accorder et quel sacrifice tu as envie de faire pour continuer à faire croître les choses Mhm. et grandir du coup l'aventure et servir du coup les clients. Je dirais que c'est ça mon challenge. Ok. Tu penses qu'on a parfois tendance à s'oublier dans le développement de notre business? Ouais. Enfin, j'imagine que chacun vit ça différemment, mais moi en tout cas c'est facile, enfin c'est facile, c'est le challenge, c'est facile pour moi de Mhm. basculer dans la partie sacrifice permanent. Mhm. Et puis allez, juste encore ça, puis après je finis encore juste ça, puis ok, ben juste encore ce dimanche, mais le dimanche dans 3 semaines, je prendrai congé. Puis en fait, tu fais vite 7 jours sur 7, et puis tu es Mhm. vite en train de développer la chose. Et puis surtout quand c'est ces mêmes qualités que je recommande d'une certaine manière pour les débutants dans ce voyage, cette curiosité, cette remise en question. Ouais, c'est de passion. C'est une passion. Ouais. Mais le problème, c'est que c'est infini. Tu n'as jamais réglé le truc. Tu peux toujours Mhm. optimiser un peu ton plan d'entraînement. Tu peux toujours optimiser ton process d'onboarding du coup de ton client. Tu peux toujours optimiser certains aspects au niveau de la gestion de la rétention. Enfin, c'est infini, quoi. Ouais, Et plus les, tu creuses. Ouais. c'est avoir les qualités de ses défauts ou les défauts de ses qualités. Ouais. Ouais, c'est un truc que je connais bien et c'est un truc que j'ai connu quand j'ai ouvert mon studio de coaching. Dans un modèle où je sous-louais l'espace chez Let's Go Fitness. Et à un Mhm. moment donné, j'ai dit, ouais, bon, stop, faut que ça change. Parce qu'il y avait des trucs qui, pour moi, allaient pas à cette époque-là. Et donc, du coup, j'ai décidé d'ouvrir un studio de coaching. Et puis, ben, du coup, tout feu, tout flamme. C'est bon, c'est parti. Et j'ouvre mon studio de coaching et quelques mois après, je deviens papa. Et du coup, ça change complètement la manière et le prisme à travers lequel je vois mon travail. Et jusqu'au jour où, avec ma femme, on se fait la réflexion, puis on est là, bon, est-ce qu'au final, on est propriétaire de notre studio ou est-ce qu'au final, c'est le studio qui est propriétaire de nous? Mhm. Et on a dit que, ben voilà, au final, c'était l'inverse. Et le studio était propriétaire, on était la propriété de notre studio de coaching. Et du coup, on a décidé de rechanger le modèle. Moi, je suis retourné en sous-location chez Let's Go parce que les choses avaient changé et avaient évolué. Et puis ma femme, elle a ouvert dans notre village, juste à côté de la maison. Et au final, c'est tout aussi bien. Il faut aussi, je pense que c'est important, et toi, tu le démontres très très bien dans l'explication et dans l'évolution de ta carrière professionnelle. Je fais un truc, je prends la température, je le fais à fond, j'analyse et je bouge parce que je sens que c'est le moment de bouger parce que c'est limitant. Et c'est un truc qui est hyper important, et j'en discutais encore avec une coach cette semaine. Il n'y a aucune décision que tu prends qui est irréversible et que tu peux pas changer. Tu peux partir dans une direction au niveau de ton business, puis à un moment donné, tu peux juste te dire, ouais, en fait, non. J'ai été dans cette direction-là. Au final, ce chemin ne me convient pas. Je vais bifurquer à droite, à gauche, ou je reviens en arrière. Et ça, j'ai l'impression qu'on ne le dit pas assez aux jeunes qui démarrent, et du coup, qui se mettent beaucoup de pression parce qu'ils se disent, putain, il faut vraiment que je fasse le bon choix, parce qu'après, je pourrai plus jamais revenir en arrière. Mhm. Mais la Mhm. vérité, elle n'est pas là. Tu peux prendre une direction, puis après te dire, oh, j'aurais perdu que quelques milliers de francs, et puis c'est pas grave. Mhm. Mais paradoxalement, aussi pour les peut-être nos plus jeunes auditeurs, euh, il faut un peu laisser le temps aux choses De se faire, mûrir pour que tu puisses avoir du coup la bonne observation. Parce que c'est un peu bien plus sûr. facile pour nous maintenant de regarder rétroactivement sur le début de nos carrières et de se dire, ben, j'ai fait 3 ans de ça, j'ai bifurqué, j'ai fait 5 ans de ça et j'ai Mhm. bifurqué, mais j'ai quand même fait 5 ans de ça. Oui, Du c'est pas coup, juste 2 mois, ça c'est sûr. ouais, surtout pour Ouais. le développement du coup des plus jeunes, tu peux vite, enfin tout va tellement vite de nos jours que tu peux dire, ben, j'ouvre mon studio, puis après 3 mois, non, en fait, ça me plaît pas. Puis finalement, du coup, d'ici que tu résilies le bail et tout ça, Mhm. tu prends Oui, non, mais t'as tout à fait raison et c'est bien merci de le préciser. Et je le vois notamment avec, si on parle un peu de réseaux sociaux, je vois beaucoup de gens démarrer, faire des publications, partir tout feu tout flamme, puis au bout de 2 mois dire, ouais, mais en fait, ça marche pas, j'ai pas les retombées que j'aimerais avoir, donc j'arrête. Mhm, Bah ouais, ma gueule, mais ça prend pas 2 mois en fait. mhm, C'est plus long, le processus il est plus long et c'est la même chose pour tout. Et tu as mhm, bien fait de le repréciser. Tu es obligé de sticker pendant un moment avec un truc et pendant un moment, c'est pas à la vitesse à laquelle ça va aujourd'hui. Pendant un moment, c'est 2, 3 ans, 4 ans et après tu regardes et t'adaptes. Donc, mhm.
Donc Mm. c'est bien de le préciser. Ouais, c'est ce truc en anglais, le delayed gratification, c'est la capacité à faire quelque chose maintenant sans en voir encore les retombées. Mhm. Et, et, f- et c'est même pas une question, parce que tu n'es jamais sûr qu'il y aura les retombées. Ouais. C'est dur, mais tu sais pas s'il y aura du coup une récompense au fond. C'est ça qui est Mais ultra frustrant. ouais, en tout cas, une récompense dans le sens réussite du projet, Ouais. mais tu auras toujours la récompense du coup de l'apprentissage que tu as fait en cours du chemin. Mhm. Mais c'est challenging de savoir c'est quoi la durée optimale avant d'avoir une remise en question puis de rechanger. Parce que tu pourrais te dire ton studio, est-ce que il y avait moyen de faire une année de plus et de devenir propriétaire du studio et pas l'inverse? Mhm. Pas. Est-ce que, etc., etc. Puis, Bah, je pense que dans ce cas-là, alors c'est clairement pas faisable quand tu es au début, parce que tu n'as pas assez d'expérience. Et puis il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, mais c'est d'apprendre à se connaître soi-même, savoir où est-ce qu'on est bon, savoir où est-ce qu'on est moins bon, quelles sont nos forces, quels sont nos facteurs limitants, où est-ce qu'on a de la marge de progression, et si c'est le moment de tamponner cette marge de progression, parce que il y a des phases, un peu comme avec un athlète qui aurait très très peu de temps pour se préparer pour une compétition. Alors je reviens avec les sports de combat, parce que c'est le domaine que je connais le plus, mais mhm, tu as un boxeur amateur, on l'appelle, dans 3 semaines, tu as un fight. Ok, on fait quoi? On se concentre sur l'exploitation de tes forces ou on essaie de combler tes faiblesses? Ah, 3 semaines, c'est peut-être pas suffisant pour combler les faiblesses, on va travailler sur les forces. ouais. Et ça, c'est aussi important quand de savoir ça par rapport à toi-même, par rapport à l'entrepreneuriat. Moi, là, en l'occurrence, c'est juste que j'étais poncé et que j'en pouvais plus. Et que je savais que physiquement, parce que je me connais, j'allais pas tenir une année supplémentaire. Mhm, Donc voilà, est-ce que ça aurait pu marcher? Ouais, peut-être. mhm, Mais j'ai fait le choix de ne pas aller exploiter ça. Et j'en mhm. suis content a posteriori. Donc je suis content du move en arrière, enfin du move différent. Ouais, ouais. Euh, mais ouais, c'est, c'est primordial de garder ça en tête. Hmm, Est-ce que je voulais te poser une autre question avant qu'on démarre le quiz? Ouais, j'en ai un milliard à te poser, mais on va faire le quiz et ça me viendra très certainement en cours de chemin. Ça marche. D'ailleurs, Alex, parce que tu écouteras le podcast. Merci de m'avoir recommandé Marc. Effectivement, je pense que ça pourrait durer un moment. Il m'a dit, ouais, il faut que tu invites Marc parce que je suis sûr que vous allez vous entendre et que vous allez pouvoir discuter et que ça va être cool. Ouais, bah, bien, bien joué. Merci pour la recommandation, Alex. Trop bien, merci Alex. C'est le moment du quiz, Marc. C'est des questions légères sur toi. Tu réfléchis le moins possible aux réponses que tu donnes. T'es prêt? Je suis prêt. C'est parti. Quand tu étais petit, tu jouais à quoi? Comment ça s'appelle? Les Kennex. Kennex, c'est quoi déjà? C'est bien. Non. C'est un peu comme des Lego, mais c'était des petites tiges comme ça, puis tu venais clipper les trucs, puis tu peux faire des constructions du coup de malade. Ah, énorme. Ouais. Ok. Un aliment que tu n'aimes pas manger. Un aliment que je n'aime pas manger, les artichauts. Ok. Euh, Ton outil d'entraînement favori. T'as pas le droit de dire ton corps. Si je devais avoir qu'un truc, Ouais. euh, practice ball. C'est une Ok. balle de tennis Ouais. et tu viens faire un trou dedans, tu fais un nœud dans une ficelle, tu enfonces du coup dedans. Et Ok. du coup, c'est un objet que tu peux faire tourner, du coup, tu peux travailler la coordination, tu peux faire plein de choses. Et j'ai toujours ça dans mon sac. Si je Ok. dois faire un coaching on the go, j'utilise ça. Magnifique. Une de tes manies, si tu en as une. Quoi? De J'ai pas tes compris. manies. Une manie. Mhm. Quoi par une manie? Par exemple, moi, je mange toujours mes légumes en premier. Euh, un truc qui est ultra chiant, c'est que j'essaie toujours de rendre plus efficient. Donc, je Ok. suis là à la cuisine, puis je me dis, ah, mais attends, pendant que je fais ça, si je me brosse les dents en même temps, puis je vais à la salle de bain, puis après, genre, Le mec, il rentabilise chaque seconde de son temps. ouais, non, c'est ouf. Alors, mais par contre, si j'allume la bouilloire maintenant, mais le problème, c'est que je peux pas écouter le podcast en même temps que la bouilloire qui est. Bref. L'efficience. Efficience. Un gros mot que tu dis souvent, si tu en dis. J'en dis pas beaucoup, je crois. Oh, c'est Ouais. bien ça. Et Euh, chier. ok. Ton Et plat chier. favori. Pas de carbonara. Ok. Ce que tu aimes le moins dans ton job. Ce que j'aime le moins, l'admin. Ok. Genre, Ton ouais. film favori, si tu en as un. Euh, Film favori, Braveheart. Ok. Tu écoutes de la musique? J'écoute de la musique, ouais. Ok. Une chanson qui tourne beaucoup aujourd'hui dans tes oreilles. Alors, spécial dédicace, Boy à mort. Ok. Ouais, tu vas voir.
J'irai voir. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un qui est ou quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou quelqu'un de fictif, ce serait qui? Excuse-moi, j'ai bugué. Pas de souci. Si tu pouvais partager un repas avec quelqu'un, alors quelqu'un Hmm. qui est ou quelqu'un qui n'est plus, quelqu'un de réel ou un personnage fictif, ce serait qui? Hmm. Oh, oh là là, il y a tellement de figures historiques. Ah, tu dois en choisir un. Ou Oh une. là là. Euh, j'aimerais bien rencontrer Elon Musk. Ok. Je pense que c'est une conversation de perché. Ah, purée. Ouais. Puis je pense qu'il y a une question qui intéresserait tout le monde que tu devrais lui poser, mais je pense que tu imagines quelle question c'est en rapport avec l'actualité. Je vais éviter de la citer dans le podcast. Le but, c'est de pas de me faire cancel alors que j'ai encore Ouais. 300 followers. Ouais, mais son côté Asperger, ultra dedicated, Ouais. il me fascine pas mal. Ah, Ouais, c'est effectivement au-delà du personnage qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on soit un Musk fan ou un Musk hater, tu peux pas. Enfin, la détermination du mec est non négligeable. ouais, Et ça, c'est vrai que ces gens-là qui ont cette capacité à concrétiser leur vision, peu importe ce que ça peut coûter, qu'on ouais, trouve ça bien ou qu'on trouve ça pas bien, ça c'est un débat de valeur et un débat éthique, et c'est pas le sujet, mais ça reste quand même que c'est impressionnant. ouais, je suis d'accord. Si tu pouvais recommencer et faire un autre métier, tu ferais quoi? Euh, quelque chose dans le pilotage des grosses machines de chantier. Ok, J'ai une fascination pour les grosses machines de chantier. Genre les immenses pelleteuses, les trucs comme ça. ouais, ok. Je trouve grutier, c'est un truc assez impressionnant. Ouais, c'est ouf. C'est ouf. C'est assez ouf. Et je trouve particulièrement quand le grutier, à la limite, quand il est dans sa cabine, bah, tu te dis, tu vois, il est au bon endroit pour voir comment sa grue elle bouge. Mais Ouais, quand le mec est sur le chantier avec sa télécommande et qu'il arrive à te piloter ça, t'es là. Oh, putain. ouais. Ah, mais les immenses grues, là, le long des gratte-ciels, là, Ouais. quand t'es posé à 4, 5, 600 mètres de haut. Oh là là. Ouais. Ah, c'est d'une vue. Non, mais moi, avec les grosses roues, tu sais, les grosses Ok. pelleteuses, Genre comme ça. gros caterpillar, truc comme ça. Ouais, exactement. Ok, ça marche. Et puis, une lecture que tu recommandes, peu importe le domaine. Bah, là, justement, je suis sur la biographie d'Elon Musk, là, celle de Walter Isaacson. Ok. Mais je ne l'ai pas terminée, donc je ne vais pas la recommander. Peu importe le domaine, Peu je veux pas importe que le ce soit domaine. du coaching. Non, non, pas forcément, c'est toi qui choisis. Ah, oh là là, oh là là. Mais la personne a évoqué un intérêt particulier, Mm, ou je mm. vais juste dire, C'est toi qui vois. C'est toi qui choisis un livre que tu as envie de recommander aux éditrices ou aux auditeurs du podcast. bah, moi, je prendrais Awaken the Giant Within de Tony Robbins. Ok, Je peux le faire plusieurs fois, et puis je trouve après, tu peux transposer dans tout ce que tu veux. ok, ça marche. On a fini le quiz. Trop bien. Est-ce que tu as déjà remis en question tes choix professionnels et tu t'es dit, ouais, fuck, je vais tout fermer et puis je vais aller trouver un job en tant que salarié? Mais bien sûr, moi, un truc qui me travaille beaucoup, c'est de me dire, je suis assez convaincu que tu peux faire quasiment tout ce que tu veux dans ta vie. C'est bien ce qu'on Mhm, disait là avec Elon Musk, c'est que tu as une vision, et puis en fait, si tu es prêt à tout sacrifier pour, tu peux faire tout ce que tu veux. Mais tu peux pas tout faire. Et moi, ça me travaille beaucoup. C'est du coup, ok. je me dis, ben, j'adore ce que je fais, puis je suis à fond dedans, mais c'est quoi les autres opportunités que j'aurais pu faire? C'est quoi les autres grandes choses d'un coup qui sont possibles, Mhm, mais que je décide de ne pas faire en décidant de continuer à faire ce que je fais? ok. Ça, Euh, c'est... Est-ce qu'il y a eu un moment donné vraiment effectif dans ta carrière sur ces 12, plus de 10 ans en arrière où tu t'es vraiment dit, en fait, là, ça va pas, faut que j'arrête? Ouais, ouais, j'ai eu des moments beaucoup plus challenging que d'autres. Mhm, Ça peut être des challenges en termes du coup de gestion client ou avec des employés ou avec des problèmes financiers. Il y a vraiment mhm, des, comme dans toute aventure entrepreneuriale, il y a des mhm, moments vraiment challenging, puis il y a forcément des moments où l'idée te passe de jeter l'éponge. Mais mhm, j'ai toujours eu la foi que j'allais traverser du coup l'épreuve et que mhm. j'allais grandir et que j'allais apprendre quelque chose de l'autre côté. Mais oui, bien sûr, j'ai eu Ok. des... Qu'est-ce que tu, si maintenant tu devais discuter
avec un coach, tu vois, on va dire, qui travaille depuis 3 ans. 3 ans, c'est un peu ce temps critique, hein. Tu sais, on dit, voilà, ton entreprise, si en 3 ans, elle n'est pas rentable et que ça ne tourne pas, faut peut-être arrêter et faire autre chose. Après, on peut être d'accord ou pas avec ce délai-là, hein, là, c'est pas la question. Mais toi qui as déjà passé à travers les flammes plusieurs fois, ou tu t'es déjà remis en question, tu t'es dit que peut-être il fallait arrêter, mais qu'en fait, tu gardais quand même la motivation d'aller de l'avant, qu'est-ce que tu dirais à un coach qui, aujourd'hui, se remettrait profondément en question sur ses choix et qui serait face à j'arrête ou j'arrête pas. Marc Moi, réfléchit, hein, le podcast s'est pas arrêté. ouais, ouais, ouais. Moi, ce que je dis souvent, parce que j'ai souvent d'un coup des parents qui viennent m'amener des jeunes qui veulent commencer un apprentissage dans le fitness ou qui veulent faire leur carrière du coup là-dedans, ce que je leur demande toujours de réfléchir, c'est que moi, j'ai jamais rien vécu d'autre. Je suis parti directement dans l'aspect préparation physique. Mhm, Évidemment, j'ai fait plein d'autres petits jobs, etc. J'ai fait mille petites choses, mais j'ai jamais eu une autre carrière professionnelle. mhm, Et le truc, c'est que le coaching, c'est d'abord accompagner quelqu'un. mhm, Et du coup, c'est difficile de faire preuve d'empathie avec quelqu'un qui a si toi, tout ce que tu as vécu, du coup, c'est le fitness, c'est difficile de faire preuve d'empathie pour quelqu'un qui fait du bureau mhm, et qui a un challenge, du coup, physique. Je trouve que le fait d'avoir vécu différentes choses avant, ça te donne une forme de richesse. Puis après, toi, tu peux apprendre les skills de coaching, puis tu sais ce que les autres personnes vivent, et puis après, tu peux les accompagner du coup dans leur cheminement. Et du coup, euh, je sais que je suis le contre-exemple parce que moi, j'ai tout de suite arrivé du coup dans le milieu du fitness, mais par contre, je me suis cassé les dents pendant pas mal d'années au début. Parce que mhm. du coup, tu sais pas trop tu vois, quand tu commences à coacher, que tu as 20 piges, et puis que tu as une mère de famille de 45 ans, puis enfin, t'as aucune idée de ce genre de problème, tu vois. Ouais. Et du coup, c'est difficile d'avoir cette empathie. Donc là, il faut capitaliser sur l'apprentissage technique et théorique. C'est là le truc que tu t'expliquais avec toutes les études. Mhm, Tu lis toutes ces différentes études, tu connais toute la théorie, etc. Puis tu es très compétent techniquement. Et puis après, tu vas pouvoir développer ton, euh, ton empathie dans l'accompagnement. Et pour répondre à ta question, euh, c'est, moi j'ai envie de dire, tiens bon pendant quelques années, parce que forcément au début tu te casses les dents ou tu crois tout savoir, mais en fait en réalité du coup les clients reviennent pas, donc tu dois réussir à te remettre en question. Euh, Parce que de l'autre bout du tunnel, ben il y a de l'expérience, il y a de la compétence, il y a de la réussite et des transformations du coup de clients et c'est très valorisant du coup comme mhm. métier. C'est très valorisant. Ok. Mais ouais, je sais pas trop si j'ai vraiment répondu. Si, si. Chaque Si, chemin si. est individuel, c'est difficile sans avoir le cas pratique. Ouais, ouais, bah déjà, c'est bien de dire que c'est difficile de répondre, mais non, ça me va, ça me va bien. Moi, si tu crois en toi suffisamment fort, tu fais le travail nécessaire et que tu le fais pendant assez longtemps avec de la bienveillance et de l'amour de ce que tu fais, moi, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Tout en prenant en compte, tu vois, tu parlais des boucles de feedback, tout en prenant en compte le feedback que ton marché t'envoie, que tes clients te renvoient, et puis que tu crées les adaptations nécessaires. Mhm, Moi, ce que je vois, et j'ai beaucoup aimé quand tu as dit, c'est un accompagnement, parce que j'imagine que des jeunes coachs, tu as dû aussi en voir passablement, et des gens qui sont venus faire des stages et des choses comme ça chez toi. mhm, Pour moi, il y a une confusion dès le départ entre aimer le sport mhm, et mhm. aimer entraîner les gens. Ouais, C'est deux c'est trucs qui sont 100%. complètement différents. Mhm, Et moi, je me rappelle de ça, je te raconte cette anecdote parce qu'elle va mourir de rire. Pour les auditrices et les auditeurs du podcast, vous savez que je radote, donc je l'ai peut-être déjà raconté. J'ai un mec en stage. À l'époque, je suis manager d'un club chez Let's Go. J'ai un gars en stage juste pour montrer aux gens, aux auditrices et aux auditeurs du podcast, à quel point des fois on est complètement décorrélé de la réalité. On fait la première matinée du stage. Je vois bien que le gars est pas transcendé par ce qu'il fait. Et à un moment donné, on se pose autour de la table et puis je lui dis, OK, pourquoi est-ce que tu es là? Ah bah j'adore le sport. OK, fine. Mais t'adores
faire du sport ou t'adores entraîner les gens pour faire du sport? Non, non, moi j'adore le sport. Ok. Et t'aimes quoi comme sport? Ah, alors moi j'adore tout ce qui se passe dehors. VTT, course à pied, escalade. Ok. Et le fitness, ce qui se fait dedans, tout ça, la muscu, c'est pas trop mon truc. Je fais attends, un truc qui joue pas là. T'es en stage dans une salle de fitness, à l'intérieur, dans un endroit qui est fermé, dans lequel on fait de la musculation. Et toi, t'aimes tout ce qui se fait dehors, mais t'aimes pas être dedans. Est-ce que tu vois où est le problème? Et là, je vois que le mec réalise à ce moment-là où est le souci. Mhm. Et je lui dis, bah maintenant, tu as deux options. Soit on finit la journée ensemble et c'est OK parce que bah voilà, t'es sympathique et moi, ça me va. Soit si tu veux, tu peux te casser maintenant. Et le mec, il me regarde, il me fait, bah en fait, je crois que je vais partir. Puis je fais, bah je crois que tu as raison. Et en fait, c'est ça, c'est le décalage. Et ça, c'est hyper important, je pense, quand on démarre, c'est Mhm. de réaliser qu'en fait, il y a un monde entre entraîner les gens et faire du sport. Mhm. Mhm. 100%. Écoute, j'ai pas grand-chose à ajouter. J'ai suffisamment de stagiaires et de candidatures pour me rendre compte du coup de ce dilemme-là. Mais c'est pour rebondir sur précédemment dans la Mhm, conversation, sur cet aspect, c'est les compétences humaines d'abord. Et mhm, en fait, si tu n'as pas cette empathie de, en fait, quand tu as, c'est qui? Micheline, mhm. Micheline. Micheline là, qui doit perdre, qui va perdre du poids. Si toi, t'as pas sincèrement envie d'accompagner Micheline pour perdre ses kilos, ça change rien en fait. Toi, ton, ton, ton- ta passion pour le sport ou comment toi tu aimes t'entraîner, etc. C'est clair. Mhm. Ouais, ça c'est important à prendre en considération. Puis surtout, dans comprendre ça, ça te permet aussi de développer une expertise qui est plus globale. Parce qu'au final, tu as ce que tu aimes bien toi, et il me semble que on entraîne quand même passablement les gens dans ce que nous on aime et dans la manière dont on fait les choses, tout en créant de l'adaptation à ce niveau-là. Parce qu'évidemment, je peux pas peut-être pas donner des back squats en full amplitude à Micheline, mais moi, je vais peut-être être plus partisan de faire des squats sur une surface stable que sur une surface instable, pour prendre un peu ces deux spectres-là. Mais par contre, tu dois apprendre à avoir cette capacité d'adapter les connaissances que tu as à la personne que tu as en face de toi. L'individualisation, c'est hyper important. Mhm, 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 mhm. Euh, dans 10 ans, tu voudrais être où ou en être où? Avec le business, tu dis? Ouais, comme tu veux, tu choisis. Euh, J'aimerais bien voir déléguer toutes les parties que je n'aime pas faire, toutes les parties admin, et vraiment pouvoir capitaliser sur mon expérience et mon expertise technique sur Mhm, l'aspect préparation physique. Moi, il n'y a rien que j'aime plus que de m'enfermer pendant 8 heures et de geeker sur des périodisations plus complexes ou des process dans l'accompagnement, du coup, pour optimiser l'expérience du coup du client mhm, et, euh, et passer du temps avec le client en train de l'accompagner du coup dans cette démarche. C'est deux facettes du coup que j'adore. Puis après, c'est clair que tout le reste devant l'ordi, mhm, euh, euh, admin, légal, financier et compagnie, c'est un peu moins mon délire. Donc j'aimerais bien avoir délégué ces choses-là, d'avoir les ressources financières du coup pour ce faire, pour que je puisse mhm. me concentrer sur mon gift, comme on dit. Ok, cool, ça me parle. Euh, Est-ce que tu peux me donner un truc positif sur le monde dans lequel on vit aujourd'hui? Je pense les possibilités. Il y a tellement de choses avec rien qu'avec l'IA, avec la technologie. Donc nous, on va utiliser du coup une application du coup pour échanger du coup avec nos clients, pour qu'ils puissent voir du coup leurs entraînements, etc. Je pense que on est dans on est dans un monde où tout est connecté, tout va super vite, et du coup, les possibilités sont, sont infinies, Mhm, infinies. Et du coup, c'était pas forcément le cas il y a, il y a une centaine d'années en arrière où ton père était travaillait dans cette usine, puis toi, tu allais travailler dans la même usine, tu vois. mhm, Et clairement. moi, ça, je trouve que c'est beau. Puis pour tous ceux qui sont, surtout pas, pour ceux qui se lancent aussi, on dit souvent il y a, il y a, il y a tout le monde qui peut se reconvertir du coup en tant que coach après un week-end de formation et tout ça. Et du coup, c'est un peu, ouais, le marché est saturé, etc. Mais il n'y a jamais un manque de gens qui ont besoin d'être plus en forme, tu vois. Et du coup, c'est un marché infini. Les moyennes en termes de santé, elles sont mauvaises. Donc, on a du job. Et du coup, c'est à nous de rendre cette aventure attrayante pour pouvoir aider finalement l'autre. Mhm, ouais, clairement. Oui, et puis
tu peux pas estimer que le marché il est saturé parce que au final, tu vois beaucoup de coachs sur Instagram. À la fin, c'est ça en fait. Moi, tu vois, j'ai la chance de voir beaucoup d'élèves dans l'année par l'intermédiaire de FitzPro, l'école pour laquelle je travaille. Euh, et au final, tout le monde dit que le marché est saturé parce qu'en fait, tout le monde analyse le marché à travers les réseaux sociaux. Mais si tu es sur Instagram et que tu suis 1000 comptes et que sur les 1000 comptes, tu as 800 coachs, 800 comptes de coachs qui sont éparpillés un peu partout et que l'algorithme te repropose que du contenu de coach, bah, en fait, c'est normal que tu aies l'impression qu'il soit saturé. Mais à la fin, quand tu as fait le ménage, des gens qui vivent réellement de ça sur le terrain, il y en a moins que ce que les réseaux sociaux veulent bien nous faire croire. Et il y a largement la place pour ça. Surtout que la population va pas dans la meilleure santé. Donc, notre travail a de l'intérêt, clairement. Mhm, mhm, mhm. Et la barre, elle est basse par rapport à la concurrence. C'est parce que justement, tu peux faire un week-end de formation et puis être coach. Mhm. En fait, si tu t'as fait 2 week-ends de formation, ça se trouve, tu es plus formé que 50% de la concurrence. Tu vois ce que je veux dire? Clairement, ouais, ouais, bien sûr. Si toi, tu tiens bon et puis que tu te formes année après année et que Mhm. tu arrives à rester dans le jeu, Ouais, euh, clairement. Tu tu peux développes y ton arriver expertise avec le aussi. temps. Ouais. Ouais, c'est sûr. Oui, puis après, je pense qu'il y a un temps aussi, tu vois, pour ça. Euh, et tu vois, tu l'as dit justement avant, t'es quand même. Moi, j'ai fait 6 métiers différents avant de faire du coaching. Euh, et en fait, j'ai l'impression, maintenant, après avoir passé la barre des 30 ans, même l'avoir bien passé, malheureusement, parce que je suis plus proche de la barre des 40 que des 30. Mais en fait, alors déjà de un, j'ai beaucoup de longévité. Enfin, toi et moi, on a encore beaucoup de longévité devant nous. C'est déjà un bon signe. Et puis, ce développement de l'expertise va en parallèle de l'expérience de vie, tout simplement. Et aujourd'hui, je vais pas du tout conseiller de la même manière quelqu'un que j'aurais vu il y a 10 ans en arrière. Mhm. Et j'ai un de mes collègues, Gwen d'ailleurs, si tu écoutes le podcast, coucou, qui est aujourd'hui un collègue de travail qui est mon supérieur chez Fitz parce que c'est le coordinateur pédagogique, responsable pédagogique, mais que j'ai eu la chance d'avoir en formation, moi, en tant que formateur. Et il me dit, le jour où tu es arrivé, que tu nous as parlé de ta morning routine, j'avais 27 ans, 28 ans, tu vois, parler de ma morning routine, debout à 4 heures, méditation, lecture, nanana. Et le mec, il avait 2 enfants. Il se lève en PLS parce que bah voilà, t'es au milieu de la nuit puis tu peux pas avant, enfin c'est le matin et t'as pas dormi. Il m'a dit mais je pouvais pas t'encadrer. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ben, avec l'expérience, je me rends compte aussi qu'il y a des trucs qui sont juste pas faisables pour monsieur et madame tout le monde. Et Mhm. ça, c'est aussi important de le prendre en considération. Mhm. Euh, Marc, c'était une discussion passionnante. Merci beaucoup. C'était vraiment Merci cool. à toi. Merci Euh, pour l'opportunité. un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs du podcast, un truc que tu as déjà dit mais que tu aimerais redire ou un truc que tu n'as pas dit et que tu aimerais partager avec eux. Euh, ouais, gardez l'esprit ouvert. Vraiment, ce monde, il est infini, t'as jamais fait le tour. Tu peux toujours enlever des couches, rajouter des couches et essayer d'obtenir une perspective différente. Et ça, si t'as pas de longévité dans le travail, dans le métier, eh ben, il faut tenir bon et puis faut te faire les dents. Mais si tu en as, le fait de remettre constamment en question, ça te permet d'amener, t'as constamment un vent nouveau et Mhm, ton approche, elle évolue. Tu peux coacher des gens pendant 10 ans et t'as toujours quelque chose de, c'est pas à chercher la dernière nouveauté, mais c'est juste le dernier insight sur comment percevoir la chose différemment et puis comment simplifier la chose, simplifier ta morning routine. mhm, Comment est-ce que ta morning routine, elle peut durer 2 minutes, puis pas commencer à 4 heures du mat? Et comme ça, c'est quoi le 80% des résultats que tu peux obtenir avec mhm, une morning routine de 5 minutes mhm. qui peut correspondre au maximum nombre de gens. C'est Enfin quoi bon, l'essence que tu peux c'est quoi retirer de ça? l'essence, ouais. Mhm. Ok, Ouais. ça me Et parle. je sais pas si tu fais des éditions du coup d'échange où on pourrait être aussi en physique, où on pourrait peut-être bouger ensemble ou ce genre de choses. Parce que c'est vrai que on parle beaucoup de mouvement, mais là on est les deux assis en train de Ouais, parler de mouvement. Mais c'est vrai que si on pourrait se mettre en mouvement et puis essayer de comprendre les choses différemment, ça pourrait être aussi, je pense, une conversation intéressante et une grosse plus-value pour ceux qui nous écoutent. Donc, avec, euh, avec, avec grand plaisir. J'ai envie de dire qu'on ne se connaissait pas beaucoup jusqu'à il y a 1 heure et demie en arrière. À voir, le feeling a l'air de bien passer, donc à mon avis, il y a peut-être des choses intéressantes qui vont se faire dans l'avenir.
Cool. En plus de ça, j'ai une même curiosité pour un peu tout ce qui se passe et tout ce qu'on peut faire. Donc, avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, moi, je suis, comme je disais, à Chavornay avec Espace Équilibre. Donc, Espace Équilibre sur les réseaux sociaux. Mon projet Simoudiad, il est jamais vraiment mort. Il est juste un peu en stand-by, mais il Mhm. existe encore. Simoudiad sur les réseaux sociaux. Symudiad. On a un camp qui va arriver. Je donne quelques cours collectifs, justement, dans ma salle. Et puis voilà. Ok, parfait. Je vais noter ça, comme ça je les mettrai dans le descriptif du podcast. Super. Marc, merci encore pour ta passion et ta bienveillance et ton humilité. J'ai trouvé ça très très cool de discuter avec toi. C'était très stimulant intellectuellement. Mon cerveau a aimé ça, donc voilà, je suis content. Pour les auditrices et auditeurs du podcast, merci beaucoup d'avoir écouté l'épisode. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir que Marc et moi on l'a pris à l'enregistrer. Si c'était votre premier épisode, bienvenue sur le podcast de Fundamentals. Et si ce n'était pas le cas, merci pour votre fidélité. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao les auditrices et les auditeurs. Et Marc, à bientôt. Ciao tout le monde. Merci, Ken. Merci à toi.